Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Donc aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, hein, les dames qui vont être à l'honneur. On va s'intéresser à la santé des dames et aussi aux douleurs que peuvent malheureusement subir certaines femmes. Mais c'est aussi intéressant pour les hommes, pour prendre soin aussi de sa femme. Je pense, n'hésitez pas à écouter ça aussi. Il y aura pas mal de conseils. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre de la team 1000%. Ça va Pierre? Ouais, nickel. Salut Pauline. Impec. Salut à tous les deux. Et voilà, donc on reçoit Pauline aujourd'hui qu'on va vous laisser, elle se présentera tranquillement après pour donner un petit peu justement son expérience et qu'elle nous explique. Donc dans ce podcast, on va s'intéresser donc aux douleurs de la femme justement. On va essayer de comprendre un petit peu le cycle dans un premier temps de la femme d'une façon un petit peu théorique. On verra aussi les différents problèmes ou pathologies. On verra Pauline ce que tu en penses, si on peut qualifier ça de maladie, pathologie, enfin je sais pas trop les termes, tu vas nous expliquer ça. Et le but vraiment, ça va être de vous donner des choses très pratiques à mettre en place, que ce soit au niveau de l'alimentation. Et aussi, on verra que Pauline est aussi une sportive, donc elle donnera pas mal d'informations aussi, comment coupler aussi de son activité physique en fonction de son cycle. Donc ça va être très intéressant d'écouter ça. Et après, on verra justement si au niveau de la gestion de la douleur, tu conseilles peut-être de faire certaines pratiques, comme peut-être, je sais pas, de la sophro, du Ouais. kiné. Donc ça, on en parlera aussi à la fin. Donc Pauline, merci déjà d'être présent sur le podcast. On a beaucoup de chance de t'avoir. Et c'est vrai que nous, on est composé du podcast de quatre garçons. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on parle de la femme. C'est vrai que c'était vraiment un besoin qu'on avait. Pierre m'en parlait beaucoup aussi. Et tous les garçons ont été assez unanimes par rapport à ça. Donc, je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Raconte-nous un petit peu ton parcours et ton Oui. expérience. Non, bah déjà, merci de m'avoir invité. Moi, ça me fait trop plaisir et c'est un sujet que j'adore aborder, la femme de façon générale. Donc, je suis Pauline Budanti, diététicienne nutritionniste en libéral depuis, ça fait 7 ans que je suis diète, mais 4 ans que je suis en libéral. Et je suis spécialisée du coup en micronutrition de base. Et par la suite, du coup, je me suis spécialisée dans tout ce qui est pathologie féminine et troubles du cycle menstruel, que ce soit pour les patientes qui sont atteintes d'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, mais aussi les patientes qui vont avoir des douleurs menstruelle hyper importante. Je fais aussi beaucoup de sport. Je suis à des patientes sportives, aménorrhées, troubles du cycle par rapport à ça. Donc voilà, je suis vraiment ce type d'accompagnement-là, c'est devenu mon activité principale. Pauline, c'est que tu t'es vraiment spécialisée du coup chez la femme. Est-ce que c'était une envie personnelle? Est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu as subi dans ton quotidien? Qu'est-ce qui t'a fait amener à te spécialiser dans ce domaine-là? En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de professionnels qui étaient spécialisés dans ce domaine-là, surtout dans la nutrition. C'est vrai que tout ce qui est endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, ça a commencé surtout par ça, parce que c'est des pathologies dont on entend de plus en plus parler, et pour le coup, il y a une errance médicale qui est assez impressionnante à ce sujet-là. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite passionnée parce que j'ai compris le lien entre l'alimentation et le cycle. Et ça, je pense que c'était il y a 3 ans à peu près. Et j'ai eu la chance de créer des formations en fait pour les professionnels diètes et même naturaux médecins à ce sujet-là parce que ça n'existait pas. Et il y a une plateforme de formation qui est Aptimea qui m'ont dit bah écoute, nous on te laisse carte blanche si tu veux créer tes formations pour ça, on te laisse notre plateforme. Et ça m'a permis en fait de vraiment me lancer dans ce domaine-là et j'étais clairement une des premières diètes en fait à me spécialiser dans ce domaine parce que ça n'existait pas et parce qu'en fait il y a très peu d'études à ce sujet. Faut faire moi j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint qui est interne en médecine, donc d'avoir eu tous ses livres de gynéco, de tout feuilleter, de tout regarder pour comprendre l'anatomie, pour comprendre les bioches, parce qu'en fait sinon on n'en parle pas et ça demande beaucoup de recherche on va dire. Donc c'est venu assez naturellement parce qu'en fait je voyais beaucoup de femmes dans le besoin donc ça me paraissait une évidence. Et c'est vrai que dans les croyances collectives, on entend parler on va appeler règles, hein, pour être un peu Mm, schématique. C'est vrai qu'on entend souvent parler de douleur et de normalité de la douleur. mm. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier pour toi un cycle normal chez la femme, si c'est une question assez Ouais, bien sûr. classique? Ouais, en fait, on parle de cycle normal déjà sur la durée de plus ou moins 28 jours. On compte plus ou moins 7 jours en fonction des... Parce que voilà, si t'es stressé, des fois ça peut rallonger ou quoi que ce soit. Mais voilà, plus ou moins 28 jours. Sur des règles au niveau de l'abondance qui sont entre 2 jours où elles peuvent être un peu plus abondantes et après, du coup, tu te retrouves sur des pertes un peu moins importantes. Et la douleur, on compte douleur handicapante à partir du moment où plusieurs fois par jour, tu dois te retrouver à prendre un anti-inflammatoire, généralement type Antalgis ou choses comme ça, pour calmer la douleur.
Mais voilà, une patiente qui va avoir des légères crampes et qui, avec un Doliprane, ça passe, ça va pas être considéré comme quelque chose d'handicapant. On le compte vraiment comme handicapant au quotidien. Il y a des femmes, elles se retrouvent à être clouées au lit pendant 2 jours à ne rien pouvoir faire tellement elles ont des douleurs importantes, que ce soit de l'endométriose ou non, parce qu'en fait, toute douleur n'est pas forcément liée à de l'endométriose non plus. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et en fait pendant très longtemps on a dit non mais c'est pas grave, si t'as mal pendant tes règles, c'est normal. Mais en fait non, il faut savoir que si c'est une douleur qui t'handicape dans ton quotidien, comme toute douleur j'ai envie de dire, je pense en tant que kiné vous le savez aussi, c'est quelque chose qui n'est pas normal. D'accord. Et là, tu parles justement aussi de ces femmes qui sont un peu entre les deux, dans cette zone un petit peu Mm. grise, qui ont un peu mal et qui avec un Doliprane vont mieux. Est-ce que les solutions que tu vas donner, elles peuvent aussi se les approprier de façon à avoir une amélioration aussi? Et c'est pas forcément que les femmes peut-être qui ont des problèmes et des grosses douleurs qui peuvent avoir une modification visible. Est-ce que aussi ces femmes-là qui ont des légères douleurs, ça peut être intéressant pour elles aussi de faire attention à leur alimentation pour peut-être, pourquoi pas, voir les douleurs disparaître complètement? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, on a remarqué que l'alimentation avait quand même un énorme impact sur les douleurs menstruelles, que ce soit pour les femmes qui ont une pathologie ou non. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu as des douleurs de règles, c'est un cycle du coup avec les variations hormonales. Tes oestrogènes et ta progestérone chutent, et en fait, cette chute va être plus ou moins importante en fonction de certaines femmes. Et c'est cette chute-là qui va causer des syndromes prémenstruels plus ou moins importants, encore une fois, en fonction des femmes. Donc il y a certaines plantes qui aident à stimuler un peu plus la progestérone, à stimuler un petit peu plus d'estrogène, qui vont permettre de lisser un petit peu et d'éviter d'avoir du coup cette grosse chute hormonale qui peut causer un syndrome prémenstruel important. On a remarqué qu'il y avait des carences micronutritionnelles qui empiraient aussi ça, donc j'en reparlerai je pense après, mais voilà, il y a des carences Bien sûr. micronutritionnelles qui sont hyper importantes. Et l'alimentation, la base d'une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, ça permet vraiment de limiter ces syndromes prémenstruels. Moi, j'ai des patientes qui étaient vraiment à 3 anti-inflammatoires par jour. Aujourd'hui, elles n'en prennent plus du tout grâce à l'alimentation, les plantes. Pour le coup, il y a vraiment des plantes qui sont hyper efficaces et de la micronutrition adaptée, quoi. Et moi, ce que je retrouve en cabinet, quand même, la solution classique, c'est de prendre une pilule qui coupe les règles. Et je trouve ça, bon, c'est une solution pour des problèmes donnés, c'est sûr, mais qu'il y ait que ça comme solution proposée et qu'on teste même pas avant quelque chose de plus naturel, quelque chose Mm. d'intermédiaire, ça me choque un petit peu sur le processus. Alors après, c'est pas moi qui gère ça chez les patientes, c'est le rôle du Non, non, médecin et du gynéco, t'as mais complètement raison. En fait, les médecins, après, c'est par leurs études, on peut pas leur en vouloir, mais eux, t'as une problématique, il y a un traitement. Et en fait, la pilule, si tu veux, ils le voient comme le traitement. Ils le voient pas comme un moyen de contraception, voilà. Non, ils le voient comme douleur de règles. Et ben, on va te mettre soit des oestrogènes, enfin, oestrogène, progestérone, soit de la progestérone seule. Comme ça, bah, t'auras plus ce problème-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très facilement mis en place parce que eux n'ont pas la possibilité de partir sur des plans de la micronutrition, c'est pas remboursé non plus par la Sécu et en France, bah, mine de rien, on est obligé de passer en première attention pour un médecin par des choses qui sont remboursées. Donc c'est assez compliqué, on va dire, voilà. Mais moi je pense qu'il y a quand même une grosse éducation au niveau de l'hygiène alimentaire qui devrait être faite, ou au moins que le médecin creuse un petit peu l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire, même que ce soit au niveau du stress, parce que le stress a un impact hyper important sur ça. Donc, ils devraient faire ça et à la rigueur renvoyer vers une diète. Nous, on est professionnels de santé, donc en fait, ils ont le droit de renvoyer vers nous. C'est pas comme vers un naturopathe, par exemple, qui est pas professionnel de santé. C'est un peu plus délicat généralement pour un médecin de renvoyer vers un naturopathe. Mais du coup, voilà, ça devrait fonctionner en équipe, mais eux, bah, pour la facilité des choses, ils disent voilà, prends la pilule, t'auras plus de règles, tu seras tranquille. Mais c'est clairement camoufler le problème parce que le jour où la patiente arrête la pilule pour un projet bébé ou parce qu'elle en a marre, bah ça, les problèmes reviennent, quoi. Et juste pour revenir par rapport un petit peu à ces troubles au niveau du cycle, j'avais deux questions. Tu as parlé un petit peu d'irrégularité au niveau du cycle. Est-ce que ça peut être un problème sans douleur? Par exemple, quelqu'un qui va avoir un cycle désordonné mais qui n'a pas forcément de douleur. Et deuxième question, quand tu parles d'abondance, comment est-ce qu'on pourrait le quantifier pour les auditeurs pour avoir un signe de se dire une normalité et un cas un peu plus poussé? Ouais. Alors, déjà par rapport au cycle irrégulier, faut toujours essayer de comprendre pourquoi. Alors c'est ce que je dis, c'est plus ou moins 7 jours, c'est pas inquiétant. Par contre, si tu as des femmes qui vont des fois avoir un mois, puis un mois elles en ont plus, puis après ça va être plus 40 jours, plus, c'est que généralement il y a quand même un petit problème hormonal à ce niveau-là, qui est intéressant à creuser.
Ça peut être soit un problème au niveau de la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone de façon générale, soit ça peut être un syndrome des ovaires polykystiques, on en parle de plus en plus aussi, et on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule, et en arrêtant la pilule, elles ont des cycles complètement irréguliers, et on trouve des syndromes des ovaires polykystiques derrière ça, sachant qu'un des facteurs principaux du syndrome des ovaires polykystiques reste le surpoids, et qu'on est dans une génération où le surpoids augmente aussi, donc je pense qu'on va se retrouver à avoir de plus en plus de femmes avec des cycles irréguliers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où s'il y a des cycles qui sont trop irréguliers, faut consulter son médecin, prise de sang, plus ou moins échographie généralement, et voir s'il n'y a pas un syndrome ou du coup, ou tout simplement un dérèglement hormonal qui peut être causé par, comme j'ai dit, stress, surpoids, tabac, voilà, ce genre Ok. de choses-là. Après, par rapport au niveau de l'abondance, on a ce qu'on appelle le score de IGAM, qui est en fait un tableau que tout le monde peut retrouver sur Internet, qui permet de voir combien de serviettes hygiéniques tu changes par jour, combien de tampons tu changes par jour, et après ça te donne un score. Alors, normalement, si c'est un score qui est supérieur à 100, c'est que tu es compté comme règle abondante. Et ça Ok. fait des pertes supérieures à 80 millilitres à peu près. Donc ça, c'est le score de IGAM. Encore une fois, si toutes les filles veulent regarder, elles peuvent, et ça permet d'avoir un tableau directement. Nickel. HIGHAM. C'est ça. Super. HIGHAM, oui, c'est ça. Nickel. Mais écoute, les auditeurs iront checker ça. Et ce qu'on voulait te demander un petit peu aussi, c'est au niveau du cycle, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne pour les auditeurs? Est-ce qu'il y a un petit Mhm. rappel, vraiment de vulgariser un petit peu et nous faire comprendre ben, sur telle pathologie, parce que ça va nous amorcer un petit peu sur la suite aussi les différents problèmes. Mhm. Ben, quels éléments en fait vont déclencher quelle pathologie, si c'est le cas au niveau hormonal ou pas? Ouais. Alors, le cycle naturel de la femme, on peut le diviser en trois phases, on va dire. Tu as ta phase folliculaire, qui est du premier jour de tes règles jusqu'au premier jour de l'ovulation. Ta phase ovulatoire, bon, ça dure plus ou moins longtemps, 2-3 jours. Généralement, oui, c'est la phase d'ovulation où tu vas ovuler. Et tu as ta phase lutéale, qui est la phase après ovulation, jusqu'au 28e jour, quand tu as des règles régulières. Après, du coup, au niveau de la sécrétion des hormones, on sait que tu vas avoir tes œstrogènes, donc sur la première phase du cycle, œstrogènes, progestérone, qui sont assez équilibrés et qui se suivent naturellement. Voilà, c'est assez normal. Tu vas avoir un pic d'œstrogène au niveau de ton ovulation. Et après, tu vas avoir une chute d'œstrogène et une chute de progestérone qui vont t'emmener directement vers tes règles. Donc, il faut vraiment voir ça comme un graphe, on va dire, linéaire, pic, et qui redescend après jusque à ce qu'on ait nos règles. Donc ça, c'est vraiment la base du cycle menstruel. Et une femme, du coup, qui va avoir ses cycles de manière classique, va sécréter ces taux d'œstrogène-là de manière un peu plus ou moins importante en fonction de chaque femme. Au niveau pathologique, alors on parle de deux pathologies principales, trois si on compte l'aménorrhée. Je sais pas, c'est une pathologie si c'est supérieur à 6 mois de toute manière. Donc il y a plusieurs types d'aménorrhée déjà. Donc l'aménorrhée c'est l'absence de règles. On va avoir l'aménorrhée hypothalamique qu'on retrouve très 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 souvent chez la sportive, qui est généralement en lien avec une condition voilà physique, enfin avec une pratique d'activité physique très importante et une alimentation insuffisante. On a un manque d'énergie. Il faut savoir que les règles chez la femme se sécrètent à partir du cholestérol, donc à partir des molécules de graisse. Si tu n'as pas assez de cholestérol, si tu n'as pas assez de masse grasse, tu ne sécrèteras pas en fait tes oestrogènes et ta progestérone, donc tes règles peuvent devenir absentes. Et tu as les aménorrhées primaires donc ça c'est une aménorrhée secondaire, et tu vas avoir les aménorrhées primaires qui elles sont les aménorrhées en fait des personnes qui n'ont jamais eu de règles qui se déclenchent. Généralement, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'hypophyse ou l'hypothalamus parce que nos règles commencent dans notre cerveau avec l'hypophyse et l'hypothalamus. Ça peut être une grosseur, par exemple, qu'on peut voir sur une IRM ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu plus rare, mais ça existe quand même. C'est important d'en avoir conscience. Ces personnes, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les aménorrhées secondaires, donc les filles qui sont en aménorrhée hypothalamique. À ce niveau-là, elles sécrètent quasiment plus d'œstrogène ni de progestérone. Donc sur une prise de sang, en fait, on va voir qu'elles ont des taux très très bas d'œstrogène, progestérone, voire de LH-FSH, qui sont aussi les deux hormones qui nous intéressent pour le cycle menstruel. Donc le gynécologue peut faire une prise de sang. Normalement, la prise de sang, quand tu veux voir une femme, un peu son équilibre hormonal, on le conseille sur le 2 ou 3e jour des règles. Là, c'est clairement impossible. On peut pas savoir qu'elles n'ont plus leurs règles. Donc, on les fait quand elles peuvent. Il y a des patients qui vont mettre aussi des fois un traitement pour les déclencher, on va dire, de manière chimique, pour voir en fait, voilà, un peu au niveau pic hormonal comment ça se passe. Donc ça, on peut checker
notre taux d'hormones. Après, pour les syndromes des ovaires polykystiques, alors ça, c'est encore autre chose. C'est un véritable dérèglement hormonal qui, généralement, quand on fait une prise de sang chez la patiente, elle a un taux de testostérone qui est trop important. Plus elle peut avoir des symptômes donc de type une hyperpilosité, qui vont avoir aussi plus de graisse au niveau abdominal. Voilà, c'est des symptômes très caractéristiques du syndrome des ovaires polykystiques. Et elles ont une inversion un peu de la LH-FSH, donc comme je disais, qui sont deux hormones aussi qui permettent d'avoir un cycle menstruel régulier. Elles ont généralement une inversion, c'est-à-dire qu'elles en sécrètent trop de l'un et pas assez de l'autre, ou inversement. Et pareil, elle peut avoir des fois trop d'œstrogènes, trop de progestérone. Enfin, c'est vraiment généralement un trop-plein hormonal, j'ai envie de dire, le syndrome des ovaires polykystiques. Et du coup, on se retrouve alors. Il y a autant de femmes que de syndromes des ovaires polykystiques différents, j'ai envie de dire, parce que il y en a qui vont avoir une absence complète de règles. Il y en a qui vont avoir juste quelques, voilà, dans l'année, avoir 3 fois leur cycle. Il y en a qui ont trop de pilosité. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Il y en a qui prennent du poids. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Enfin, c'est très très vaste les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, mais on sait voilà, c'est un dérèglement hormonal qui est dû, comme j'ai dit, surpoids, c'est quand même assez courant, insulinorésistance, qui est le fait que du coup l'insuline, l'hormone qui diminue le taux de sucre dans le sang, ne rentre plus comme il faut dans les cellules, et on a remarqué que tu avais des syndromes des ovaires polykystiques qui étaient causés, enfin qui sont la cause de ça. Voilà, à peu près les plus grosses causes. Et la résistance à l'insuline et le surpoids, c'est la cause ou ça peut être la conséquence aussi? C'est un peu le problème, c'est que c'est un peu les deux. Ça veut dire que on peut se retrouver avec quelqu'un qui va avoir une insulino-résistance. Ça peut causer du surpoids parce qu'on le sait, l'insulino-résistance peut causer une prise de poids. Mais généralement, tu as très rarement des patientes qui ne sont pas en surpoids, qui n'ont pas d'insulino-résistance. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Tu vas avoir des filles qui vont dire ouais, mais moi j'ai pris du poids depuis qu'on m'a décelé un syndrome des ovaires polykystiques, mais déjà elles avaient un terrain un peu en surpoids déjà de base, ou alors une hygiène de vie qui n'était pas. Sincèrement, en consultation, j'ai rarement eu des filles qui ont eu un syndrome des ovaires polykystiques avec une super bonne hygiène de vie, avec une activité physique régulière, une bonne alimentation. Généralement, il y a quand même un problème en amont, quoi. Donc c'est un peu, ouais, je pense que tout est un peu lié. Il n'y a pas vraiment de est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre, parce que les deux peuvent vraiment être la cause, quoi. Et pour le cycle prémenstruel, est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer en quoi ça consiste? Et aussi sur l'endométriose, est-ce que c'est peut-être les Mm. deux plus gros problèmes aussi avec les deux que tu as définis avant? C'est peut-être les quatre plus gros en règle générale? Ouais, complètement. Alors, l'endométriose, c'est vraiment encore autre chose parce qu'au niveau hormonal, là, tout se passe normalement bien. Mais par contre, c'est donc l'endomètre, c'est le tissu que l'on a au niveau de l'utérus, qui se propage en fait au-delà dans des cavités utérines et qui peuvent même, moi j'ai des patients qui sont atteints d'endométriose au niveau pulmonaire, qui ont de l'endomètre qui est au niveau des épaules, etc. Et en fait, ça se propage un peu partout. Et du coup, quand il y a des saignements, ça crée une inflammation. Ça, c'est normal, hein. Toute femme qui a ses règles va avoir une inflammation au niveau de son corps. Mais du coup, là, en fait, il faut imaginer une inflammation partout. C'est-à-dire une inflammation qui peut remonter au niveau digestif, au niveau utérin, au niveau du sacrum, etc. Donc, en fait, c'est très, très handicapant et très douloureux parce qu'en fait, c'est comme si vous avez des inflammations constamment dans le corps sur toute la période de saignement. En fait, vous saignez dans toutes les cavités où il y a de l'endomètre qui s'est propagé. Donc, c'est pas forcément un dérèglement hormonal. On en parle beaucoup sur il y a quand même un terrain génétique pour le coup pour l'endométriose, mais après les causes exactes on les a pas encore au niveau scientifique. Pour le moment il y a que le côté génétique qui est surtout mis en avant. Et le syndrome prémenstruel, alors là pour le coup c'est pas une pathologie, mais c'est par contre il y a différents. Enfin, le syndrome prémenstruel c'est les symptômes, j'ai envie de te dire, qui peuvent être causés 3-4 jours avant les règles et pendant les règles, qui vont être voilà des douleurs mammaires. On peut avoir aussi tout ce qui est psychiatrique, hein, voilà, on se sent plus triste, on a un peu plus faim, on a besoin de réconfort. Enfin voilà, le syndrome prémenstruel, c'est des symptômes qui sont liés en fait avec la chute hormonale exactement et qui peuvent être plus ou moins handicapants. Il faut quand même savoir que ça touche déjà 20 à 40% des femmes, le syndrome prémenstruel, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez courant. Et il y a 5% des cas, on parle de TDPM, c'est en fait le trouble dysphorique prémenstruel. Et en fait, c'est hyper important d'en parler de ça parce qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment en fait un syndrome prémenstruel, c'est une urgence psychiatrique. Les femmes vont avoir des idées noires, elles peuvent avoir des idées suicidaires, des idées voilà très sombres parce qu'en fait elles ont une chute violente au niveau des hormones et ça cause de l'anxiété très importante, des dépressions, etc. Il y a des patientes qui sont sous antidépresseurs,
juste pendant leur syndrome prémenstruel parce qu'en fait, elles souffrent de TDPM. Donc, si vous entendez ce podcast et vous trouvez que à l'approche de vos règles, vous avez vraiment des idées qui peuvent être sombres et dangereuses pour votre santé, il faut vraiment consulter. C'est hyper important. Vous n'êtes pas bizarre ou quoi que ce soit. Ça fait partie du syndrome prémenstruel et dans 5% des cas, voilà, ça peut être lié à un trouble psychiatrique important, quoi. Super. Surtout, voilà, pour les auditeurs, toujours être encadré. Nous, l'objectif du podcast, c'est de transmettre des informations, mais quand il y a des problèmes aussi, de ne pas hésiter à aller voir son médecin, des professionnels de santé. Nous, on est vraiment là pour donner des clés en plus accessibles aux auditeurs. Et une petite question, ça serait quel bilan tu conseillerais pour quels symptômes? Ou est-ce que tu Mm. conseilles un bilan pour tout le monde, le même bilan? Par exemple, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent se dire, ben, moi j'ai telle douleur, ben, je vais faire ça, ou au contraire, je suis plus dépressif, je vais faire ça pendant ma période menstruelle. Qu'est-ce que Ouais. tu conseillerais aux auditeurs? Je pense que faire un bilan hormonal complet, dans tous les cas, c'est toujours hyper intéressant. Faut voir, donc, alors, tous les médecins n'acceptent pas. Ça dépend vraiment. S'il y a des gynécos qui veulent bien creuser un peu, ça peut être chouette. Où on voit œstrogène, progestérone, LH, FSH. C'est vraiment les quatre qu'il faut doser pour voir comment est-ce qu'on se sent. D'ailleurs, une femme qui va être en préménopause, ménopause, on lui dose quasiment tout le temps pour voir où en fait elle en est à ce moment-là, parce que bah, si elle est en préménopause, son taux de progestérone et d'œstrogène vont vraiment diminuer et ça permet de voir un peu comment on se sent. Après, par contre, typiquement les œstrogènes, on sait que ça va avoir un rôle sur la croissance mammaire, sur la libido, sur la beauté des cheveux, des choses comme ça. Donc en fait, c'est pas forcément les œstrogènes qui causent le plus le syndrome prémenstruel, ça va être surtout la progestérone, parce que la progestérone, elle a vraiment un effet sédatif, relâchement musculaire, donc tu vois, on va être beaucoup plus ballonné, on va avoir des troubles de transit plus importants, etc. Donc généralement, voilà, on dose quand même les deux parce que les deux vont avoir un impact sur des symptômes différents, mais voilà, faut doser tout et au moins on est tranquille. Moi, je sais que mes patientes qui ont un peu des syndromes prémenstruels comme ça, je les fais doser pour savoir quelle plante est-ce que je peux mettre. Est-ce que je vais mettre plutôt une plante qui sera axée sur la progestérone, une plutôt axée sur les oestrogènes, ou alors les deux. Ok, et au niveau, excuse-moi Pierre, juste au niveau imagerie aussi, est-ce qu'il y a des imageries à faire, peut-être pour l'endométriose notamment, Ouais. ou pas spécialement? Alors, pour le syndrome des ovaires polykystiques, généralement, ils font échographie et pour l'endométriose, ils font IRM. C'est ce qu'on voit le plus. Non, pas scan, j'allais dire scan, mais non, surtout l'IRM. Après, c'est déjà arrivé où on dit, bah non, on voit rien. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a des cas qui sont encore un peu difficiles. S'il y a des doutes, il y a des centres, pour le coup, dans des grandes villes, genre à Nantes, Paris, Lyon, etc., spécialisés en endométriose, où là, du coup, ils font encore plus de tests et c'est top, quoi. Pierre? Et du coup, mettons, je suis une femme, je me mets à la place d'une auditrice qui nous écoute, qui se dit, bon, mais je sais quelque chose qui va pas, parce que j'ai de grosses douleurs pendant mes règles ou après. Je vois qu'effectivement, j'ai du mal à perdre du poids, ou je prends du poids, je comprends pas. Et en plus, au niveau du moral, ça va pas bien Mm. juste avant mes règles. Donc, je me retrouve assez dans ce que tu dis. Quels seraient les moyens d'action, tu vois, si tu me devais me Mm. donner trois pistes, au moins pour juste me bilanter, Ouais. ou parcours de soins. Quel est Ouais. les premiers conseils? Faire le score Ah, d'IGAM, par exemple, pour ouais. voir Faire le si, score d'IGAM, c'est ça. S'il y a des douleurs ouais, vraiment importantes, s'il y a pardon, des règles très abondantes, le score d'IGAM, analyser ces douleurs. J'aime beaucoup moi utiliser l'échelle entre 0 et 10, quoi. 0, t'as pas de douleur. 10, t'es vraiment à deux doigts de t'évanouir tellement c'est douloureux. ouais, Donc un peu de savoir noter sa douleur. Quand est-ce qu'on a des douleurs aussi? Parce que par exemple l'endométriose, c'est des douleurs que pendant les règles. C'est hyper important de le noter. C'est-à-dire que si on a mal avant nos règles, c'est pas de l'endométriose, c'est vraiment que pendant les règles. Donc ça c'est aussi très important de savoir quand est-ce que j'ai mes douleurs. Et après noter en effet tous les symptômes prémenstruels qu'on peut avoir. S'analyser, est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai une bonne alimentation, voilà, équilibrée, variée? Est-ce que j'ai une alimentation qui est pas trop riche en produits transformés, pas trop riche en graisse, pas trop riche en sucre? Parce que tout ça, mine de rien, ça empire les douleurs prémenstruelles. Donc, est-ce que j'ai une bonne alimentation? Est-ce que j'ai une bonne hydratation? Parce que ça a un impact aussi sur l'inflammation. Comme je disais au tout début, les règles, c'est un terrain inflammatoire, donc il faut lutter contre ces inflammations-là. Est-ce que tu bois bien?
Est-ce que tu es quelqu'un qui pratique beaucoup de sport de manière intense? Parce que le sport, c'est super bon pour la santé, hein, c'est sûr, mais de manière intense, ça amplifie les inflammations. Donc du coup, ça peut causer aussi des douleurs de règles plus importantes. Donc c'est vrai que moi perso, en tant que sportive, j'ai plus de douleurs maintenant que je m'entraîne 13-14 heures par semaine que quand je m'entraînais 2 à 3 heures, par exemple. Je le sens. Donc il faut aussi s'analyser comme ça. Et après, en fonction, soit si on a des douleurs que pendant les règles, peut-être aller voir son médecin, voir s'il n'y a pas des choses, enfin, médecin ou gynéco, généralement plus un gynécologue, hein, pour voir s'il n'y a pas de l'endométriose. S'il y a des douleurs un peu, voilà, c'est douloureux, une diète, franchement, c'est top, parce qu'en fait, les diètes, on est vraiment formé à aider en fait, la diététique, c'est prévenir les pathologies de base, prévenir, voilà, avoir vraiment un rôle préventif. Donc, en fait, on peut prévenir ces douleurs-là pour qu'on se sente mieux avec l'alimentation. Moi, j'ai une question par rapport à ces douleurs parce que d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'on se dit, ben, c'est pas grave, j'ai mal pendant 2, 3 jours, mais bon, ma santé, c'est pas grave. Mais est-ce que justement, ces problèmes-là et ces pathologies-là peuvent avoir d'autres conséquences et entraîner d'autres maladies, du coup, cette inflammation un peu constante qu'on va avoir tous les mois, est-ce que justement, elle peut entraîner, tu as parlé justement d'une résistance à l'insuline, est-ce que ça peut découler sur d'autres pathologies et ne pas être seulement un problème de douleur menstruelle? Est-ce que du coup, on peut Mm. découler d'ailleurs sur autre chose ou pas spécialement? Alors, je pense pas que le syndrome prémenstruel puisse causer d'autres pathologies. Par contre, certaines pathologies peuvent causer des syndromes prémenstruels plus importants. Toutes les pathos inflammatoires, type les maladies de Crohn, les pathos digestives, en fait, généralement les syndromes de l'intestin irritable. Il y a un très très gros lien entre endométriose et syndrome de l'intestin irritable, d'ailleurs, on le voit assez souvent. Donc c'est vrai que généralement, c'est plutôt dans le sens quand tu as une patho inflammatoire, ça peut empirer ton syndrome prémenstruel. Mais après, ton hygiène de vie déplorable que tu peux avoir si tu fais pas attention, empirera aussi de ton syndrome prémenstruel. Donc, si tu as une mauvaise hygiène de vie, tu peux développer des pathos, ce qui peut te causer du coup par la suite tout ça. OK, d'accord. Et est-ce que, avant de partir sur ta spécialité qui va être du coup les conseils alimentation et nutrition, est-ce que tu pourrais avant ça nous amener un petit peu justement à faire comprendre la relation entre le cycle menstruel justement et le microbiote et le système digestif? Est-ce que tu pourrais un peu nous éclaircir tout ça Mm. pour de façon à ce qu'on comprenne vraiment ce lien entre les deux, voire les trois? Ouais. Alors, le microbiote, donc c'est ce qu'on appelle la flore intestinale. On a aussi la flore vaginale, mais là, en l'occurrence, on va parler de notre flore intestinale. Cette flore intestinale-là permet déjà une sécrétion quand même des œstrogènes. C'est hyper important de le noter. Donc, si on a un bon microbiote, on aura une meilleure sécrétion des œstrogènes et au niveau syndrome prémenstruel, ça peut aider aussi à améliorer ce syndrome-là. Mais par contre, on sait aussi que ce microbiote est très 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 fragile aux inflammations. C'est même une des premières choses. Voilà, cette flore intestinale, elle est composée de bactéries vivantes, hein, et ces bactéries, si on n'en prend pas soin, si on les nourrit pas correctement, si on les tue avec notre petite inflammation, en fait, ça appauvrit notre flore intestinale, ce qui va causer des troubles digestifs vraiment plus importants. Donc, troubles digestifs, ça va être des gros ballonnements, des douleurs, voilà, des douleurs digestives, des aliments qu'on ne digérera plus, notamment les fibres crues, le gluten, ça va devenir compliqué, le lactose. Ça peut être aussi des troubles du transit, soit de la diarrhée, soit de la constipation, ou même une alternance entre les deux. Enfin, après, maintenant, on le sait, hein, le microbiote va avoir un impact sur notre humeur. Enfin, voilà. Il y a des études, alors encore une fois, il faut vraiment creuser, mais il y a des études en ce moment sur l'impact d'un bon microbiote égale moins de symptômes prémenstruels. Donc, c'est en cours de recherche quand même. Mais en tout cas, comme je le disais aussi, une patiente qui va avoir de l'endométriose, vu qu'elle a un terrain inflammatoire qui est très important, généralement va avoir des troubles digestifs beaucoup plus importants parce que sa flore intestinale sera beaucoup plus appauvrie. Donc la flore est hyper importante et encore une fois, avoir une bonne flore avoir une flore en bonne santé, c'est manger correctement, manger équilibré, ça c'est une chose. Faire du sport, encore une fois, de manière pas trop intense non plus, mais il faut quand même une activité physique régulière. Manger suffisamment de fibres, éviter le stress, le stress est aussi quelque chose d'hyper impactant. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir que la pilule contraceptive peut aussi avoir un impact négatif sur notre flore intestinale. Ça peut aussi abîmer votre flore. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a aussi beaucoup de troubles digestifs, beaucoup de ballonnements, beaucoup de choses comme ça peut être significatif que la flore est appauvrie et ça peut aussi causer du coup des douleurs un peu plus importantes. C'est vrai qu'on voulait parler de contraception aussi un petit peu avant de découler sur d'autres items.
Au niveau des contraceptifs, comment s'y retrouver? Est-ce que certains, par exemple, on parle beaucoup du stérilet aussi, de la Mm. pilule, lequel serait le moins nocif pour toi au quotidien, même si je sais pas déjà si tu as la Ouais. réponse ou pas, hein, je sais pas, mais est-ce que tu pourrais nous Euh, éclaircir un peu ah, dessus? c'est un peu le sujet délicat parce Sujet qu'aujourd'hui on est glissant. dans... Ouais, aïe aïe aïe, je vais me faire taper sur les doigts. Je suis pas du tout une anti-pilule, dans le sens où, oui, il y a ce truc de ouais, t'apportes des hormones à ton corps, etc. C'est pas top. Sincèrement, il y a des femmes chez qui ça leur... En fait, je pense que la contraception, c'est vraiment en fonction de la femme. C'est-à-dire que moi, je les patiente, elles me disent, ah non, moi, la pilule, ça me pose aucun problème, ça me va très bien comme ça. Donc, elles l'ont depuis 15 ans et il n'y a pas de souci. Il y en a, ça va être très compliqué, elles vont changer 15 fois de pilule et puis elles vont se dire, ah, c'est pas possible, j'ai des effets secondaires à chaque fois. Donc déjà, il faut savoir, en fait, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que prendre quelque chose tous les jours, c'est contraignant ou pas? Première question. Après, bah, le plus naturel, entre guillemets, c'est le stérilet au cuivre, parce que du coup, t'as pas du tout d'hormones. Mais par contre, le stérilet au cuivre, on sait que chez beaucoup de femmes, tu vas avoir des règles un peu plus abondantes qui peuvent être un peu plus douloureuses. Donc, faut tester. Je sais que bah, moi, la sage-femme que j'avais vue, elle dit, bah, de toute façon, on peut tester, et au pire, on enlève si ça va pas. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'en fait, j'avais croisé des gynécos avant qui me disaient, ah non, non, surtout pas, parce que les règles vont être beaucoup plus abondantes, les douleurs, etc. Donc, nous, on le met pas. Et elle m'a dit, bah non, en fait, tu testes et puis ça te va pas, tu le retires. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien parce que je me dis, ouais, mais ça paraît tellement simple. Donc il faut vraiment tester. Après, tu as donc le stérilet hormonal qui normalement lui coupe les règles complètement, qui peut être très intéressante chez des patientes, encore une fois, qui peuvent souffrir d'endométriose, des choses comme ça. Mais voilà, stérilet hormonal, c'est aussi une possibilité. Et juste pour les femmes, du coup, qui ont un moyen de contraception, est-ce qu'il y a des éléments à faire attention? Par exemple, si je prends la pilule, est-ce que je dois Mm. peut-être avoir une alimentation plus riche en quelque chose ou peut-être faire attention à certains points? Et pareil pour le stérilet, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place aussi? Alors, la pilule déjà, hyper important de voir son taux de cholestérol peut augmenter et ou son taux de triglycérides. Donc si dans la famille, il y a déjà des taux un peu, enfin voilà, des hypercholestérolémies en fait général, faire des prises de sang pour checker si elle nous convient bien. Parce que ça, c'est quand même assez courant qu'il y ait des patients qui disent, moi j'ai du cholestérol alors que j'en avais pas et c'est à cause de la pilule. Donc, on peut switcher de pilule, il n'y a pas de problème. Généralement, en fait, on met toujours en première intention des pilules œstroprogestatives, donc œstrogène et progestérone. Quand on a des patientes comme ça, on passe sur des pilules progestatives seules, qui généralement permettent de ne pas avoir d'impact sur le cholestérol. Donc, il faut faire attention à ça. Après, si on est fumeur aussi, bon, ça, généralement, la sage-femme ou le gynéco demande toujours, Mm. fumeur, est-ce qu'il y a eu des fibromes, est-ce qu'il y a eu des cancers du sein? Enfin, voilà, elles vont poser beaucoup de questions pour être sûr que la pilule convienne, du coup, au profil de la patiente. Après, du coup, au niveau de l'alimentation, on entend beaucoup que la pilule fait prendre du poids. Ça, c'est assez courant. On va dire, ouais, j'ai grossi depuis que j'ai pris la pilule. Au niveau scientifique, on n'a rien retrouvé à ce niveau-là et ça a été creusé, creusé et encore creusé. À la rigueur, on vous parlait de 3-4 kilos en plus et c'est de la rétention d'eau due aux hormones parce qu'on le sait, voilà, ça peut faire des sorties d'eau des capillaires sanguins et du coup, on peut faire plus de rétention d'eau. Mais si on commence à avoir en fait une grosse prise de poids suite à la pilule, alors mis à part c'est un dérèglement hormonal, mais c'est très 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 rare, énorme. C'est surtout qu'en fait on a remarqué que les filles qui prennent la pilule, c'est aussi le moment où elles changent un petit peu d'hygiène de vie. Tu vois, c'est un peu genre la fin du lycée où on rentre dans les études supérieures, où on n'est plus chez papa-maman, où on fait plus de sport, où on sort un peu plus, où on commence à consommer de l'alcool, etc., etc. Et en fait on a plus fait un lien sur j'ai pris du poids à cause de la pilule, mais en fait parce que en même temps que tu as pris ta pilule, ton hygiène de vie a changé par rapport à avant que ah ouais, c'est la pilule qui m'a fait grossir. Donc ça, c'est quand même, c'est pareil, je sais que c'est un sujet un peu qui fâche parce qu'on va dire, c'est pas possible, moi ma pilule elle m'a fait grossir. Mais en fait, pareil, moi toutes les personnes que j'ai sur la pilule qui ont soi-disant grossi avec la pilule, non, en fait, elles ont toutes eu une hygiène de vie qui a vraiment changé entre le moment où elles ont consommé la pilule et où elles ont grandi en fait, tout simplement. Donc avoir une alimentation de base équilibrée, bonne hygiène de vie, sport, on en revient toujours au même, hein, pour éviter bah, de prendre du poids par la suite, voilà, et que notre poids de forme se stabilise. Et pour les filles qui sont sous stérilet, alors stérilet au cuivre, comme j'ai dit, stérilet hormonal, il n'y a plus de règles, donc pas trop, voilà, toujours avoir une bonne hygiène de vie. Par contre, pour les filles qui sont stérilées au cuivre et qui ont un peu plus de règles abondantes, il faut faire hyper attention au taux de fer dans ces cas-là, parce que du coup, forcément, il y a des chutes en fer, donc déjà, la femme est plus sujette aux carences en fer. Mais voilà, faire une prise de sang, voir si pas de carence en fer et pas anémie, donc au niveau de l'hémoglobine. Parce que ça, pour le coup, on le voit très très souvent.
Donc, s'il y a une carence en fer, bah, soit un complément en fer. Si par contre, c'est juste pour maintenir, on va dire, un taux de fer correct, moi, je sais que j'aime bien conseiller ça. Mes patientes n'ont pas de carence, mais elles perdent quand même beaucoup de fer quand elles ont leurs règles. Je mets des infusions d'ortie, et l'ortie, en fait, c'est la plante la plus riche en fer qu'il y a. Plus, elle est très riche en vitamine C, donc en fait, vu que la vitamine C améliore l'assimilation du fer, ça fait un super combo, et pour le coup, ça marche très 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 bien. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Super. Tant qu'on y est dans le faire, comme ça on n'y Mm. reviendra pas après. Du coup, toi, c'est ton, j'allais dire pas la recette miracle, mais en tout cas, c'est ta solution à la carence en fer, Mm. l'infusion d'ortie et la complémentation en fer. Qu'est-ce que tu conseilles Ouais, alors complément en fer, alors c'est pareil, ça dépend de est-ce que tu es juste carencé en fer ou est-ce que tu es anémié, parce que c'est pas, il y a beaucoup aussi d'amalgame. On dit ouais, je suis anémié alors qu'en fait tu es juste carencé en fer. L'anémie, c'est aussi ton hémoglobine qui est touchée, donc voilà, faut vraiment avoir la différence entre les deux. Une anémie très importante, donc déjà il faut voir après bah, quel type d'anémie c'est, parce qu'il y en existe plusieurs. C'est avec le médecin. En fonction, on peut faire des perfusions de sang hein, si on est vraiment très très bas, c'est quand même important sinon d'avoir conscience. Et par contre, après, c'est pareil. Alors, on parle beaucoup du tardiféron, qui est le traitement de première attention quand on a une carence en fer parce qu'il est remboursé par la Sécu. Mais c'est un complément qui peut être très peu digeste. C'est un fer qui est très mal assimilé. Donc, généralement, troubles digestifs, troubles du transit, des maux de ventre pas possibles quand les patientes, elles le prennent. Donc généralement, moi, je le fais stopper et je pars sur des fers qui sont beaucoup plus digestes. Donc du fer, voilà, généralement, il est pas, c'est du bisglycinate de fer en fait. Il n'est pas remboursé celui-ci qu'on peut trouver dans des laboratoires comme chez NHCO, NutriPure, voilà, qui sont très très bien. Et c'est un fer qui est beaucoup plus doux, qui cause beaucoup moins de problèmes et qui est beaucoup plus digeste. Donc on peut prendre ça si on est carencé en fer. Par contre, si pas de carence en fer, on n'en prend pas. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt de se supplémenter si on n'est pas carencé en fer. Et via l'alimentation, du coup, est-ce que tu conseilles peut-être on a cette image d'antan de la viande rouge Ouais. qui fait du bien pour le faire. Est-ce que tu le conseilles? Ou les abats, par exemple, c'est des choses que tu recommandes ou pas d'un particulièrement? Ouais, ouais, le boudin, ça c'est l'aliment le plus riche en fer. Le boudin, le foie, c'est des aliments hyper riches en fer. Mais c'est clair qu'on est dans des générations où moi, si je dis ça à mes patientes, c'est un peu compliqué de leur en faire manger. Alors il y en a, hein, il y en a qui n'ont pas de problème. Il y en a c'est plus compliqué. Il y a deux types de fer. Le fer qu'on va retrouver dans viande, poisson, qui est très bien assimilé, le fer héminique, et on va retrouver le fer non héminique qu'on va retrouver dans les végétaux et dans les œufs. Donc déjà, ça c'est important de les différencier parce que le fer qu'on retrouve dans les produits animaliers, viande, poisson, est beaucoup mieux assimilé que le fer qu'on va retrouver dans les végétaux et dans les œufs. Alors, on peut être végétarien et avoir un très bon taux de fer, mais ça demande surtout de faire attention, par exemple, à avoir, bah, comme je disais tout à l'heure, un très bon apport en vitamine C pour améliorer l'assimilation du fer, d'avoir une consommation de café et de thé éloignée des repas pour éviter l'impact, parce qu'on sait que le thé et le café diminuent l'assimilation du fer. Donc voilà, c'est deux petites règles déjà d'or hyper importantes. Mais voilà, là, si on est quelqu'un qui mange voilà, de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine, faut pas en abuser parce que c'est riche en graisses saturées, donc au niveau santé cardiovasculaire, c'est clairement pas tip top. Mais par contre, au niveau de fer, c'est idéal. Mais en vrai, avec une alimentation voilà, assez riche, normalement ça va. Une alimentation Et, équilibrée. et au niveau de la posologie, est-ce que tu conseillerais par exemple de le faire plutôt pendant les règles ou après les règles pour faire remonter le taux de fer? À quel moment ou ouais, est-ce que tu lisserais dans ton mois ta consommation de fer? Ouais, faut lisser parce qu'en fait, plus tu vas avoir un taux de fer bien équilibré tout le temps, moins tu auras d'impact pendant tes règles. Après, c'est ce que je dis, voilà, si tu sens que tu as beaucoup de perte de sang, mais que t'as pas de carence en fer, c'est là où l'ortie va être très intéressante et où tu peux la prendre en infusion. Mais sinon, il faut de toute façon avoir un apport en viande, enfin en protéines quotidien. Donc en ayant ton apport en protéines quotidien, tu as forcément ton apport en fer qui est quand même normalement assez qualitatif. Et en fait, on a aussi beaucoup de carences en fer chez des personnes qui mangent juste pas assez de protéines. Moi, je vois des patientes, elles vont manger, alors peu importe, hein, viande, poisson, œufs, protéines végétales, elles mangent ça 1 fois par jour. Donc forcément, pour couvrir des besoins à hauteur de 1 gramme par kilogramme de poids de corps, on va faire une moyenne. C'est pas assez. Sur une patiente qui fait 60 kilos, ça fait 60 grammes de protéines. Avec un morceau de viande, t'es à 20, 23. Ouais. Donc, ouais, t'es relativement bas. Donc, la carence en fer est aussi très souvent liée avec un gros déséquilibre en protéines. Surtout les femmes, elles en mangent moins que les hommes, généralement, des protéines. Et c'est plus ça qui est problématique. Il faut vraiment veiller à ça.
Super. Ça nous a permis d'ouvrir un petit peu sur l'alimentation, mais juste Mm, avant de partir sur ce volet qui va être très intéressant, une dernière question très clivante sur la pilule. Donc moi, je suis par exemple, je suis une femme, j'ai pas de douleur particulière, je prends la pilule depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je vois sur les réseaux, on me dit la pilule, c'est du poison, mm. attention. Est-ce que tu peux ne pas répondre si tu veux de Non, non, ne non, pas non, j'ai pas de t'attirer les problème avec foudres? ça. Mais J'en ai déjà parlé souvent de ça. qu'est-ce que justement tu conseillerais à ces femmes-là qui entendent les problèmes potentiels? Et aussi, ça me Mm. permet de poser une seconde question. Est-ce qu'il y a des études aussi qui prouvent les effets néfastes de la pilule sur l'organisme à long terme? Alors, il y a des études, pas à long terme. C'est Ok. ça le problème, comme beaucoup d'études. C'est qu'en fait, trouver des études vraiment fiables, c'est compliqué. Alors, je sais pas si vous, après, voilà, vous avez un peu ce recul-là sur les traitements, mais en France, pour qu'un traitement soit remboursé par la sécurité sociale, ça demande quand même des études très pointilleuses qui sont hyper poussées, où il faut qu'il y ait des méta-analyses, que ça soit, enfin, donc si la pilule est sur le marché, c'est que c'est pas catastrophique en fait, c'est qu'il y a forcément des bénéfices. Il y a plus, en fait, c'est toujours pareil. Il faut avoir la balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, la pilule, chez beaucoup de femmes, a plus de bénéfices que de risques. Même si on parle encore une fois peut-être de fibromes, de choses comme ça, c'est infime. Surtout qu'en fait, sur les réseaux, on va parler, toutes les personnes chez qui ça va pas vont en parler. Toutes les personnes chez qui ça va bien n'en parleront jamais. Donc en fait, on se retrouve avec une population de personnes qui disent c'est mauvais, etc. Mais parce qu'en fait, elles ont eu une mauvaise expérience, mais toutes les filles qui ont ça va bien, elles en parleront jamais, parce que bah, ça se passe bien, donc pourquoi en parler? Donc après, moi, c'est sûr que si tout va bien et que la patiente se sent bien comme ça, bon, bah, jamais j'ai dissuadé une patiente d'arrêter son moyen de contraception. Après, j'en ai qui souhaitent arrêter parce que, ouais, elles en ont marre juste de prendre une pilule tous les jours et qu'elles veulent passer sur un autre moyen où elles ont plus à penser à prendre ça tous les jours. Ok. Bon, ben écoute, on prend, il n'y a pas de souci. Et pour les femmes qui prennent, pour les femmes qui prennent la pilule tous les jours et qui n'ont pas de problème particulier, est-ce qu'il y a peut-être un examen à faire à contrôler juste pour se dire, ben, tout va bien, il n'y a pas de choses silencieuses qui se met en place au fil du temps, comme une prise de Ouais, sang peut-être ou une écho, je sais pas. c'est ça. Prise Tu de disais tout sang, à l'heure. Ouais. cholestérol exactement généralement. Et puis après, de toute façon, les examens classiques, aller chez le gynéco une fois par an ou chez la sage-femme. Si tout va bien, on peut aller chez une sage-femme, c'est hyper important de le dire. Parce que généralement, elles prennent plus le temps, elles sont plus à l'écoute, etc. Si vous n'avez pas de problème particulier, que vous avez été traumatisé par un gynécologue, testez une sage-femme qui est généralement beaucoup plus douce et beaucoup plus, ouais, qui est vraiment top pour tout ça, quoi. Eh ben nickel. Ben merci pour cette première partie qui était assez théorique, mais on a quand même déjà eu pas mal d'astuces par rapport à ça. Et là, on va vraiment venir sur ton champ de compétences Ouais. numéro un, qui est l'alimentation. Qu'est-ce que tu pourrais, du coup, globalement, Mm, hein, j'ai un problème, qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce qu'aussi on peut différencier peut-être en fonction des différents problèmes? mm. Comment on fait pour organiser ça? Alors, l'alimentation, peu importe le problème, on va dire l'alimentation de base. Ça va être la même que tu sois, voilà, endométriose, SOPK ou peu importe. On va parler enfin, ou juste un syndrome prémenstruel. Manger équilibré, c'est la base pour tout le monde, pour être en bonne santé. Des féculents, des légumes, des protéines à chaque repas, j'insiste vraiment là-dessus. Pas de produits transformés tous les jours. Voilà, on essaie de manger le plus brut possible, on essaie de manger de saison, de varier. Enfin voilà, ça c'est, on l'entend beaucoup, hein. Moi, c'est ce que je prône sur les réseaux, mais c'est pas si compliqué que ça à mettre en place et pourtant ça règle déjà beaucoup de problèmes. Par contre, après, on est dans une génération où on mange énormément de glucides, beaucoup de féculents, beaucoup de sucre aussi, hein, donc ça va être les choses où on peut déjà faire un peu plus attention, se dire, bah, à l'approche de mes règles, si j'ai des douleurs importantes ou les patientes qui souffrent d'endométriose, là pour le cas, si je mange beaucoup de pain, beaucoup de gluten, beaucoup voilà, d'aliments, on va dire, qui contiennent du gluten et qui peuvent être inflammatoires en excès, entre guillemets, dans ces cas-là, on essaye de faire une petite réduction. Moi, j'essaye de conseiller une dose de gluten par jour. Parce qu'en fait, c'est trop simple de faire des pâtes ou de manger du pain ou de manger du biscuit quand tu es à l'approche de tes règles. Et du coup, tu te retrouves du matin au soir à avoir gluten, 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 gluten. Et ça peut vraiment empirer tes douleurs menstruelles. Donc, on essaye de varier, on essaye de diminuer un petit peu cette dose-là pour, je sais pas, le matin, tu peux manger bah, du pain, mais dans ce cas-là, le midi, tu manges des pommes de terre et le soir, du riz. Enfin, je la schématise très simple, mais juste, on varie pour pas être dans, encore une fois, une bulle de gluten qui peut empirer ces douleurs-là. Pour l'endométriose, j'ai des patients chez qui, en fait, on peut garder ce rythme de une fois du gluten par jour tout le long du cycle, parce qu'en fait, ça permet vraiment d'éviter d'avoir des douleurs constamment. Donc, il y en a chez qui, après, je reprends une alimentation normale et elles peuvent en manger un petit peu plus.
Il y en a chez qui où je garde quand même un rythme assez strict parce qu'en fait, on voit vraiment la différence sur les douleurs digestives surtout. Donc ça, c'est important. Et du coup, pas d'éviction du gluten? Non, je l'enlève jamais complètement. Alors, les seules personnes qui doivent éviter le gluten, j'ai envie de dire, c'est les personnes qui ont des maladies cœliaques. Donc, il y a vraiment la véritable allergie au gluten. Il faut savoir que le gluten, plus tu le retires, à réintroduire, c'est un enfer. C'est-à-dire que si tu le retires complètement et qu'un jour tu vas au resto et que tu décides de manger un plat de pâtes parce que tu as envie de te faire plaisir, tu vas avoir 10 fois plus de douleur que si en fait tu avais pas, enfin, que tu avais laissé une dose par jour. Donc après, même si c'est L'effet un jour rebond, sur quoi. deux. Voilà, exactement. Et c'est la même chose avec le lactose. En fait, généralement, on a tendance à dire, ouais, je tolère pas le lactose, mais en fait, c'est parce qu'on en consomme plus assez et que du coup, on le digère plus du tout. Donc, faut éviter de le retirer complètement parce que vraiment, moi, j'ai des gens chez qui on essaie de le réintroduire, qui sont pas du tout intolérants, mais qui l'avaient retiré pour perdre du poids ou des trucs comme ça. On est sur des stades où des fois, c'est cuillère à café de coquillettes par cuillère à café de coquillettes parce qu'en fait, ils l'ont tiré pendant tellement longtemps sinon, ils ont des trop grosses douleurs, quoi. Est-ce que l'alimentation doit varier en fonction des différents cycles de la femme ou est-ce qu'on doit avoir la même alimentation enfin, la même Mm, alimentation? Est-ce que c'est une alimentation à peu près, comme tu dis, diversifiée, mm. équilibrée tout le long du cycle ou est-ce que selon les parties du cycle, on doit modifier certains curseurs? Ouais, alors comme je disais, alimentation équilibrée tout le long du cycle. Après, à l'approche du cycle, on fait attention café. Si on peut le retirer complètement, je sais que ça peut être dur pour certaines, mais retrait du café qui empire clairement les troubles du transit et les douleurs du cycle. On va me dire oui, est-ce que je peux prendre du thé? La théine, en fait, c'est la même molécule que la caféine, c'est juste que dans le thé, il y en a un petit peu moins que dans un expresso, par exemple. Mais bon, on essaie de faire attention au thé noir, à la rigueur, thé vert ou infusion. L'infusion, c'est top. Donc, café, thé, si on peut les enlever, c'est top. Les produits sucrés, pareil, on peut avoir des pulsions de sucre hein, à l'approche des règles, dues, encore une fois, aux chutes hormonales. En fait, les pulsions de sucre, ça peut être dû au fait qu'on a une diminution de la sérotonine, de la dopamine, donc nos hormones du bien-être et du bonheur. Et du coup, en fait, de manger du sucre nous permet de nous réconforter. Mais généralement, on a ces envies de sucre parce que notre alimentation est déséquilibrée d'avant aussi, dû à un manque de protéines. On en revient toujours au même, c'est toujours le manque de protéines. Donc du coup, il faut veiller à manger équilibré tout le temps pour en fait éviter d'avoir par exemple ces fringales de sucre là, parce qu'en fait l'excès de sucre, quand tu as des grosses fringales et que tu craques complètement, ça empire tes douleurs menstruelles aussi. Donc tu peux te faire plaisir et manger ton carré de chocolat ou te faire une collation avec ton gâteau maison ou des trucs comme ça ou tes petits biscuits, mais si toute la journée en fait tu dis ouais, c'est pas possible, j'ai plus de sucre, regarde en fait du côté de ton alimentation, veille à avoir assez de protéines parce qu'en fait sinon ça va empirer tes douleurs menstruelles si tu consommes trop de sucre quoi, simplement. Donc on fait attention au sucre. Le gluten, comme j'ai dit, on peut en consommer normalement si on le digère, mais si on a des douleurs menstruelles, on peut le réduire un petit peu pour voir si ça fait du bien. Euh, et on évite tout ce qui est graisse saturée, type voilà, les fritures qui peuvent empirer, les grosses choses très grasses, très lourdes à digérer. Ça, c'est des choses qui empirent aussi toutes les douleurs menstruelles de façon générale. Donc Donc, voilà. et quand tu dis à l'approche du cycle, pour avoir à peu près un ordre d'idée pour les gens qui nous écoutent, c'est combien de temps avant les règles? Euh, Généralement, enfin, en fait, un peu après l'ovulation, donc on est sur une semaine avant, c'est top. Ouais, une semaine à peu près, c'est déjà très bien. Quand on commence à sentir qu'on ça nous titille, mais entre une semaine et 3, 4 jours avant les règles, généralement, en fonction des personnes. Ok, ben suffit. Et du coup, un exemple de collation, par exemple, Mm. qu'on pourrait se faire, parce que en fait, c'est toujours pareil sur le papier. Quand on écoute, on se dit, bah oui, ça paraît logique. Et après, tu ouvres le frigo, tu dis, qu'est-ce que je fais, Aïe, aïe, quoi? aïe, j'ai rien. C'est ça. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a? La collation, c'est vrai que, bah pareil, quand tu vas avoir tes règles, alors c'est léger, hein, mais ton métabolisme, il augmente un tout petit peu. Donc c'est normal d'avoir un peu plus faim aussi avant nos règles, parce qu'en fait, nos besoins en énergie augmentent légèrement. Donc augmenter un peu ses portions ou faire une collation, ça peut être la bonne solution pour Hmm. augmenter un petit peu tes apports. Donc après, par contre, forcément, c'est collation intelligente, quoi. On évite de se faire un paquet entier de Prince qui clairement ne te nourrira pas. Donc moi, j'aime beaucoup faire tout ce qui est gâteau maison et je conseille généralement ça. Pas forcément des trucs sans beurre, sans sucre, sans ceci, sans cela, mais tu peux faire un gâteau maison, ce sera beaucoup plus intéressant nutritionnellement parlant que tu couples avec un fromage blanc, un fruit. Après, ça peut être un peu de pain, un petit carré de chocolat et un fruit, une poignée d'amandes. Généralement, j'aime bien intégrer des fruits parce que ça permet
déjà de façon générale, c'est hyper important pour être en bonne santé, pour le côté vitamines et minéraux. Mais il faut savoir aussi que quand tu as des douleurs menstruelles, on cherche à avoir un bon apport en vitamines du groupe B. Parce qu'en fait, les vitamines du groupe B te permettent tout ce qui est sécrétion de la sérotonine, dopamine, qui sont encore une fois pour ton bien-être, le fait de te sentir bien, et du coup la détente et éviter les douleurs menstruelles. Et ces vitamines du groupe B, tu les retrouves beaucoup dans tes végétaux, dans les fruits, dans les légumes, sauf la vitamine B12 qu'on va retrouver que dans les produits animaliers. Mais du coup, voilà, avoir un bon apport en fibres pour avoir pas mal de vitamines du groupe B et aussi pour lutter contre l'inflammation parce qu'en fait, l'inflammation, du coup, ça crée ce qu'on appelle du stress oxydatif, ça abîme vos cellules. Et en fait, on va donc apporter des antioxydants qui sont généralement apportés par nos fruits et nos légumes, par les vitamines. Et du coup, ces antioxydants-là sont indispensables pour protéger le corps, quoi. Donc, fruits couplés avec gâteau, pain, carré de chocolat, un truc qui te fait plaisir. En fait, ça sert à rien de partir sur juste une pomme, ça te fera pas plaisir. Couple avec un aliment qui te fera du bien, quoi. Pierre a proposé la collation, mais c'est vrai que pour les auditeurs, on pourrait presque donner une journée type. Je pense que ça Mm. peut être intéressant. À l'approche des règles, qu'est-ce qu'on met en place du coup la semaine d'avant? Petit déjeuner protéiné, j'imagine, ou pas forcément? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit déjeuner, un déj et un petit dîner, s'il te plaît? Complètement. Et ben, du coup, déjà, si on est quelqu'un qui a des pulsions sucrées, ouais, avoir un très bon apport en protéines, mais on peut garder quand même toujours le côté sucré. On entend beaucoup, oui, il faut que je prenne un petit déj salé, mais en fait, si tu as envie de manger du sucre, juste de manger salé, tu vas être frustré et tu vas dégommer la tablette de Milka l'après-midi, quoi. Donc, autant que tu prennes, voilà, ton petit déj sucré. Par contre, tu peux l'enrichir en protéines en poudre. Perso, j'aime bien faire ça. Où tu vois, tu te fais un porridge où tu mets de l'avoine, tu vas mettre du lait végétal et tu te mets des protéines en poudre aussi dedans pour augmenter ton apport en protéines. C'est pas du dopage de prendre des protéines en poudre, hein, ça peut être intéressant. Tu peux faire des bowl cakes où tu vas avoir un œuf, pareil, de l'avoine, une banane, quelque chose d'assez consistant. Tu peux te mettre des pépites de chocolat et te faire plaisir, hein. Après, si t'es salé, aucun problème. Des œufs, du pain, du carré frais, c'est un super petit déj. Si tu as moins le temps, tu peux partir sur du pain. Alors, le beurre, si t'en consommes pas, si dans ta journée tu consommes pas de la crème, plein de fromage et tout, tu peux manger ton beurre qui est une graisse saturée, mais en petite quantité, ça pose pas de problème. Tu peux faire pain, beurre, fromage blanc, fruits. C'est tout simple, mais ça peut être aussi un petit déj qui est convenable, quoi. Juste, quel type de pain, du coup, tu conseilles pour les auditeurs? Alors, généralement, je conseille toujours de varier, peu importe. Du pain. Alors, on évite les baguettes très peu intéressantes nutritivement parlant. Les pains les plus intéressants sont quand même les pains au levain, qui sont beaucoup plus digestes parce qu'en fait, le levain casse les chaînes du gluten. Donc, pour quelqu'un en plus qui a souvent des douleurs menstruelles ou voilà des troubles digestifs en mangeant du pain, faut surtout choisir du pain de bonne qualité. Et le pain au levain, c'est idéal pour ça, même s'il est fait à base de farine blanche, ça reste quand même beaucoup plus intéressant, même au niveau vitaminique. Et c'est aussi une source de probiotiques parce que le levain est en fait naturellement riche en probiotiques. Donc idéal pour notre flore intestinale. Après, pain complet, à l'approche des règles, j'aime bien conseiller des féculents complets quand même, parce qu'ils sont très riches en vitamine du groupe B. On en revient à ça. Donc c'est hyper intéressant aussi. Donc que ce soit seigle, pain au complet classique, sarrasin, presque on aime bien. Mais voilà, des pains complets à l'approche des règles. Autant le reste du temps, je suis pas trop embêtante et je conseille de varier. Autant à l'approche des règles, vu que je cherche à avoir plus de vitamines du groupe B et que j'ai pas envie d'en mettre en complément alimentaire, bah, les vitamines du groupe B, on les retrouve facilement dans les grains complets, quoi. Super. Allez, du coup, le déjeuner et le dîner, maintenant. Là, ça y est, tu nous as ouvert Ouais, l'appétit maintenant. c'est ça, ouais. Il est 11h30 en même temps. Donc du coup, le déjeuner-dîner, on part sur la même base, féculents, légumes, protéines et matières grasses pour cuisiner. Après, je dis pas que ça doit être riz, haricots verts et dinde grillée à l'huile d'olive, hein. On peut se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Tu peux te faire, je sais pas, du riz, des légumes rôtis au four et ton poulet que tu fais mariner dans l'huile d'olive, du citron, enfin voilà. T'essayes juste d'avoir de tout. Pour quelqu'un qui est végétarien, ça peut être dalle de lentilles corail avec du riz et puis des épinards. Enfin voilà, on peut vraiment varier. On fait en sorte, encore une fois, d'éviter trop les graisses dures à digérer. Donc genre la crème fraîche entière, cuisinée au beurre, on évite. On essaie de cuisiner à l'huile d'olive aussi, voilà, qui est beaucoup plus intéressante. Quelque chose qui peut être très intéressant, c'est d'augmenter son apport en oméga 3. Et je peux mettre de la crème de coco Oui, ou, tu peux. ou même si c'est des graisses saturées, c'est moins à longue chaîne, c'est ça? Ouais, c'est ça, complètement. Et puis, il y a quand même moins ce côté aussi digestion. Enfin, Lourd. ouais, la crème, la molécule, quand elle chauffe, la vraie crème entière, c'est très dur à digérer avec le corps gras. Donc, la crème de coco. Après, tu peux mettre du lait de coco, qui est moins riche en graisse que la crème de coco aussi. Ça peut être aussi une bonne alternative. Ou Mais le en tout coco purée, cas, c'est bon.
c'est validé. Voilà, poulet coco curry, tu t'ajoutes avec ça des petites carottes, c'est parfait, quoi. Ouais, ouais. Donc après, l'autre chose, c'est augmenter son apport en oméga 3. Alors, de base, pareil, on est tous carencés en oméga 3, hommes comme femmes, j'ai envie de dire. Parce qu'on consomme plus de maquereaux, de sardines, enfin voilà, c'est très très rare, Complètement, oui. sauf ouais, c'est ça. Enfin, moi perso, j'habite en Bretagne et pour le coup en Bretagne, je vois que les gens en consomment plus, mais quand j'étais dans les Vosges, c'est une catastrophe. Enfin, personne n'en mange. Donc, il faut veiller à avoir un bon apport en oméga 3, déjà parce que c'est cardio et neuroprotecteur. T'as 80, je crois que c'est 95% de la population française qui est carencée en oméga 3, donc c'est hyper, enfin c'est vraiment important. Et les filles vont avoir aussi des douleurs de règles plus importantes, généralement avec une carence en oméga 3, parce que bah vu que c'est anti-inflammatoire de manière naturelle et qu'on en a plus dans notre alimentation, bah en fait on a plus ce côté anti-inflammatoire naturel qu'on pouvait retrouver à l'époque quand on consommait suffisamment d'oméga 3. Donc, soit on peut se complémenter en oméga 3, soit dans son alimentation, tout le temps, j'ai envie de dire, et encore plus à l'approche des règles. On essaye d'avoir 2 poissons gras par semaine, maquereau, sardines, ça peut être du saumon, mais le saumon c'est qu'une fois par semaine pour la cause des métaux lourds. Mais soit on essaye d'avoir ça 2 fois par semaine, et on essaye d'avoir tous les jours, et c'est vraiment tous les jours, une source d'oméga 3 apportée par les huiles, type huile de colza, huile de lin, noix, il y a la cameline aussi. Ça, on essaie d'avoir voilà, une cuillère à soupe que tu peux mettre dans tes salades. On ne chauffe jamais une huile riche en oméga 3, donc on n'utilise pas l'huile de colza pour cuire sa viande. C'est vraiment accru dans ses légumes ou accru dans une vinaigrette. Et ça va permettre d'augmenter naturellement voilà, ce petit côté anti-inflammatoire-là, et sachant que les oméga 3 sont aussi des régulateurs hormonaux, hein, donc ça permet de sécréter tes hormones et de bien les réguler. Donc, on essaie de faire attention à cette consommation-là tout le temps, mais encore plus à l'approche des règles où on va essayer d'augmenter un petit peu plus naturellement, ou alors de se supplémenter davantage, quoi. Donc voilà, midi et soir, on essaye d'avoir ça. Et après, bah, collation, comme on le disait tout à l'heure, si on sent qu'on a un peu plus faim, on essaye de toujours avoir plus de légumes que de féculents dans notre assiette de façon générale si on fait pas 30 heures de sport dans la semaine. Non, en vrai, hyper important. Et par contre, si vous faites beaucoup de sport, ça faut rééquilibrer avec les glucides et les légumes, évidemment. Hum, Oui, une question pour. Ben, je voulais pas te couper, hein. Finis ta Ah non, phrase quand même. pardon, c'est moi. Et du coup, je disais, ouais, au niveau du reste, votre portion de protéines, il faut compter entre 100 et 150 grammes. Donc, un blanc de poulet, un steak haché, 2 œufs ou 100, 150 grammes de lentilles, pois chiches, choses comme ça, midi et soir. Quand c'est vraiment sur les deux. C'est bien que tu continues sur les macros. Donc protéines, glucides et lipides. Tu pourrais nous donner un petit peu les quantités, on va dire minimales. Par exemple, pour une femme qui pèse 60 kilos, bon, c'est Ouais, pour donner un exemple, mais en bien fonction des sûr. gabarits, ça variera. On dit qu'on prend cet exemple-là. Donc tu avais donné les quantités pour les protéines. Et en termes de glucides, sur quoi est-ce qu'on peut tabler Si on cherche pas de perte de poids et qu'on est en maintien, généralement Oui, on est sur 60 grammes crus, ça te fait 150 grammes cuits à peu près, voilà, à adapter en fonction de sa faim. Si par contre, voilà, t'as cette portion-là, mais que c'est trop pour toi, te force jamais à finir ton assiette. C'est vraiment une moyenne, on va dire, mais ton corps est bien fait. Donc si tu sens que t'as plus faim, te force jamais à finir. Mais ouais, on est à peu près sur ça. Et après, vraiment, au niveau, si, pour que ça parle visuellement, ce sera plus simple. T'essayes d'avoir un quart de féculents. T'essayes d'avoir plus de féculents que de légumes. Généralement, on parle de la moitié de l'assiette, mais ça fait quand même beaucoup. On va pas se mentir. Si t'es déjà sur un tiers, c'est déjà pas mal. Et ta portion de protéines. Si t'arrives à respecter un peu ce schéma-là, c'est pas mal. Et au niveau des légumes, est-ce que du coup tu déconseilles avant cette période un petit peu inflammatoire de prendre peut-être des crudités qui sont plus difficiles à digérer ou est-ce que légumes cuits, légumes crus, il y a aucun problème entre les deux? Ça va dépendre du type de personnes. J'ai des personnes qui sont très sujettes aux troubles ballonnement, enfin ballonnement et transit. Donc dans ces cas-là, j'ai tendance à faire réduire en effet les crudités. J'essaye de dire max un légume cru et un fruit cru par jour. Et tu vois, de pas les mélanger. C'est-à-dire que si tu as des carottes, tu prends pas une pomme en dessert. Enfin, carotte râpée, tu prends pas une pomme. Tu essayes de prendre une compote, par exemple. Et à l'inverse, si tu manges des haricots verts, bah, tu peux prendre ton fruit après pour éviter les ballonnements. Donc ça, ouais, c'est quelque chose dont je fais vraiment attention chez mes patientes parce que ça peut vite augmenter les ballonnements. C'est comme d'ailleurs les féculents complets, je parlais de ça tout à l'heure, mais si on a du mal à les digérer, on peut partir sur du semi-complet, qui sont un peu plus digestes aussi, généralement, voilà, c'est assez intéressant.
Mais après, ça dépend vraiment de chaque personne. Par contre, là où aussi on peut faire plus attention, c'est tout ce qui fermente et qui va encore une fois empirer les ballonnements et les douleurs, type l'ail, l'oignon, tout ce qui est chou, tout ce qui est les poireaux, enfin ce genre d'aliments-là qui sont un peu plus durs à digérer généralement. Donc ça, les aliments justement à digérer, t'en connais, est-ce que tu pourrais un peu nous les énumérer? Là, tu parles du poireau, Ouais. de l'ail, de l'oignon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que c'est vrai que moi, le poireau, j'ai appris ça il y a pas longtemps, typiquement. Et je savais pas du tout que c'était quelque chose qui était à éviter. Est-ce qu'il y a justement Mm. d'autres légumes ou peut-être même des Chou, fruits? Ouais, les choux, c'est compliqué. Les fruits, les deux pires, j'ai envie de dire, c'est la pomme et la poire, qui sont quand même, voilà, celles qui fermentent le plus. Euh, après, ça va vraiment dépendre. T'as les tomates, parce que il y en a, ça va empirer les remontées acides. Le poivron, ça peut être très compliqué aussi. Après, si par exemple tu l'épluches bien, que tu retires bien les pépins, normalement ça, et que tu le cuis aussi assez longtemps, tu vois, pour vraiment que la fibre soit détendue, ça marche bien. Et après, en légumes et fruits, c'est à peu près tout. Par contre, tout ce qui est légumineuse aussi, les pois chiches, les haricots rouges, ça peut être très dur à digérer pour certaines personnes, donc on peut faire un peu plus attention. Les plus digestes, c'est les lentilles corail, normalement, ça, y a pas de problème, mais les autres, c'est vraiment du cas par cas, hein, faut tester. Mais en tout cas, si tu sens que, voilà, tu manges des pois chiches et ça va pas, ça empire, ça empire les gaz et les ballonnements et les douleurs digestives, bah, tu le retires, en fait, faut se connaître, quoi, sur ton syndrome Hmm. prémenstruel jusqu'à tes règles et après tu le réintroduis. Non, mais c'est vrai qu'on a souvent, on pense alimentation végétale, anti-inflammatoire, mais il faut quand même faire attention justement à ça. Est-ce Mm. que tu peux nous donner aussi, t'as dit lentilles corail, est-ce qu'il y en a d'autres du coup qui sont plus facilement assimilables et digérables? Malheureusement, non. Sauf si Ok. faut que tu les fasses tremper au moins 24 heures. Enfin, généralement, voilà, 24 heures avant, tu les rinces bien et tu peux les faire cuire dans du bicarbonate alimentaire. Tu mets une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, ça t'aide encore plus à détendre les fibres. Les mixer, genre par exemple les pois chiches, tu peux les mixer pour faire un houmous. Le fait de mixer, pareil, ça casse les fibres et ça fait quelque chose de plus digeste. Donc, il faut vraiment tester. Après, c'est clair que bah, l'alimentation végétale, c'est top, mais il faut vraiment habituer ton système digestif. En fait, si t'es quelqu'un qui mange pas beaucoup de légumes et qu'en fait du jour au lendemain on passe sur une alimentation hyper riche en fibres, d'un point de vue digestif, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment augmenter petit à petit pour que tu te sentes bien et que ton corps s'habitue à digérer autant de fibres. et les fibres, je voyais sur ton compte Insta, c'est 25-30 grammes Mm, par, c'est ça, c'est ça. peu importe le poids qu'on fait. Ouais, c'est entre Ok, 25 et 30 en moyenne. Ouais, ouais. Donc c'est beaucoup, ça hein. va, ouais, c'est beaucoup. On compte 250 grammes de légumes par repas, entre 200 et même 300, j'ai envie de te dire. Donc c'est énorme. C'est super dur à atteindre. Franchement, après, tu as les fibres que tu vas retrouver dans les féculents complets, tu vas avoir des fibres dans les oléagineux, tu vas avoir des fibres bah, dans tes fruits, tu en retrouves naturellement, encore une fois, dans d'autres aliments. Mais c'est vrai qu'en fait, avoir un bon apport en fibres, et c'est pour ça qu'on est dans une génération où bah, tu as encore de plus en plus de cancers du côlon, enfin, le cancer du côlon et les cancers digestifs. On sait que c'est dû à un manque de fibres aussi, l'alimentation. Mm. Donc Ok. les céréales complètes, ça semble, ou semi-complètes, ça semble être aussi déjà une bonne alternative euh, Ouais, à tout ça. Parce qu'on change pas ouais, forcément beaucoup l'alimentation. Tu consommes toujours tes céréales, tu les enlèves pas et tu augmentes ta quantité de fibres sans rien changer dans l'assiette, quoi. C'est ça. Après, bon, voilà, tu as deux types de fibres, mais nous, là, on parle vraiment des fibres en généralité. Donc, ouais, ça peut être une bonne alternative. Après, c'est pareil, il faut varier parce que t'as dans les féculents complets, mine de rien, tu as des molécules qui diminuent aussi l'assimilation des vitamines et minéraux. Donc, c'est hyper, franchement, c'est très chiant. On va pas se mentir d'avoir, donc, faut vraiment varier entre du blanc, du semi-complet, du complet, ou alors, tu vois, par exemple, du sarrasin. Moi, j'aime bien consommer des pâtes de sarrasin qui sont plus riches en fibres et en vitamines et minéraux. Tu vas avoir des pâtes de petits épeautres. En fait, je pense qu'il ne faut pas rester sur un seul aliment parce que un aliment à lui tout seul ne sera jamais bon pour la santé. Il y a toujours un truc qui sera pas bon pour ta santé en excès, mais vraiment varier quoi. Ok. Je dois aller faire mes courses après. Euh, où est-ce que je vais? Euh, Tu peux aller dans n'importe quel supermarché. Ça, Oh je là là, prône ça pas. t'ennuie pas. Non, je vais pas prôner les magasins bio, etc., qui sont niveau budget pas abordables pour tout le monde, on va pas se mentir. Surtout qu'aujourd'hui, l'avantage qu'il y a, c'est que même les supermarchés, voilà, Carrefour, etc., font leur gamme de féculents complets. Enfin voilà, ça reste quand même beaucoup, beaucoup plus abordable.
Donc, tu peux aller dans n'importe quel supermarché. Par rapport à la consommation d'aliments bio, c'est un choix propre à chacun. Moi, je dis toujours, je préfère que tu manges des légumes non bio que pas de légumes tout court parce que le Mm. bio, c'est trop cher, quoi. Et les sites de commande en ligne, par exemple Casidomi, ce genre de choses. Ouais, c'est hyper intéressant. T'as Casdemi, t'as La Fourche, t'as Coro aussi. Moi, D'accord. j'adore aussi commander avec eux. Ils sont des sites où généralement, alors surtout La Fourche et Casdemi, qui sont des produits bio, enfin que tu peux retrouver en magasin bio et avec un système d'abonnement, si je dis pas de bêtises, et c'est hyper intéressant parce que c'est moins cher. T'as des Mm. réductions sur les produits. Koro, c'est plutôt, en gros, c'est végé et vegan pour le coup, et tu vas commander, tu vois, sous forme, tes flocons d'avoine, tu les as sous format de 1 kilo. Enfin voilà, c'est du gros, et du coup, en fait, le rapport poids, enfin qualité-prix-poids, il est hyper intéressant, quoi. Mais je pense que pour la macro, on a été assez complet. Ça serait intéressant. Tu as parlé de la vitamine B et Mm. justement les vitamines du groupe B. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, au niveau plutôt de la micronutrition, pour les gens Ouais. qui nous écoutent, sur lesquels on pourrait faire attention et aussi versus alimentation dans l'assiette et aussi peut-être complémentation. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des clés par rapport à la micronutrition, s'il te plaît? Ouais, je dirais donc comme j'ai dit, vitamines du groupe B, donc on retrouve naturellement dans l'alimentation, faut faire attention. Oméga 3, si t'arrives pas à prendre des huiles de colza, de lin, etc., faut que tu te complémentes. Et ça, encore une fois, je m'adresse femmes comme hommes, hein, pour même la santé cardiovasculaire et enfin ouais, neuroprotectrice. Donc ça aussi, c'est possible en complément. Ouais, je suis obligé de revenir sur les oméga 3. Euh, je suis pas trop d'accord sur. Après, moi, je suis pas diète, hein, mais Mm. sur le fait euh, que tu dises qu'avec des huiles végétales, tu puisses avoir les apports en Mm. oméga 3. Ouais, C'est que de la ALA et pas de l'EPA et des HA. Euh, la non mais t'as conversion, c'est raison. qu'elle est quand même, elle est quand même pas terrible la conversion. Enfin, ça dépend des gens, hein. Il y en Mm. a qui vont bien métaboliser sur des oméga 3 qui vont être effectifs. Euh, du coup, comment se positionner Ouais. par rapport à ça? Moi, je t'avoue que chez toutes les personnes qui sont végé ou véganes, typiquement, je les complémente en oméga 3. Même si c'est un complément du coup à base d'huile végétale, ils sont Hmm. plus hautement dosés. Donc du coup, en fait, c'est surtout qu'il te faut à dose égale, il te faut limite le triple d'oméga 3 végétal pour une molécule d'oméga 3 qu'on peut retrouver dans le poisson gras. Donc c'est beaucoup, et tu as complètement raison d'en parler. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir, c'est comme le fer en fait, le fer dans les végétaux qui est beaucoup moins bien assimilé que le fer dans la viande. Donc, il faut avoir vraiment conscience que généralement, quand on mange végétal, on a besoin de beaucoup plus faire attention à ça parce qu'en fait, c'est beaucoup moins bien assimilé que les oméga 3 du poisson ou que le fer de la viande. Donc c'est très dur parce que tu as des convictions. Après, moi, je sais que j'ai des personnes qui sont végétariennes mais qui acceptent de prendre des compléments à base d'huile de poisson. Parce que après, tu vois, tu as des compléments qui sont labellisés EPAX, etc. Donc en fait, au niveau qualitatif, c'est hyper intéressant. Mais t'en as qui sont non, c'est mort, moi je veux pas. Et dans ce cas-là, je mets un complément d'oméga 3 végétal, quoi. Ok. Ok. Et dernier point, juste, tu peux on prend Totox, c'est ça? Il faut qu'on surveille le taux Mm. d'oxydation de l'oméga. C'est pour que les gens, Ouais. et pareil, quand ils commandent leurs oméga, parce que franchement, c'est la guerre hein, Ouais. pour trouver les compléments. Euh, Ouais. C'est clair que c'est hyper compliqué. On regarde le Totox et on regarde s'il a disait EPAX. C'est vraiment les deux choses qui montrent que c'est qualitatif. Alors, il y a tu vois, par exemple, la dernière fois, on m'a proposé un partenariat avec des oméga 3 et genre, typiquement, il y avait ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'était inconcevable de pouvoir en parler sur les réseaux sociaux. Et quand je demandé à la marque, ils m'ont dit oui, mais non, mais nous, c'est qualitatif, c'est juste qu'avoir le label, c'est compliqué, etc. Mais non, en fait, quand tu choisis un complément, c'est hyper important que ça soit hyper qualitatif. Donc, je sais que NutriPure, c'est OK et Pilège, normalement, si je dis pas de bêtises. Est-ce que toi, tu Et travailles justement avec peut-être des marques? J'ai vu peut-être que tu avais fait un post sur les probiotiques. Je ne sais pas si tu collabores Mm, avec eux ou pas. Et peut-être que ça nous permettra aussi d'amener une autre solution. Donc, on a compris vitamine D, oméga. Est-ce qu'il y a ouais. aussi d'autres choses à mettre en place? Le magnésium, pour le coup, ça, alors, quand tu me demandais avec qui je collaborais, donc moi je bosse avec NutriPure. Ok. Là-dessus, je sais que voilà, NutriPure, ils sont super qualitatifs, on peut pas dire le contraire. Mais je conseille aussi d'autres marques, type NHCO, type Nutergia. Généralement, c'est les trois avec lesquels je bosse le plus.
Ok. Après, donc l'autre minéral qui est indispensable, c'est le magnésium. Ça, pour le coup, on a vu que les études le montrent que les carences en magnésium empirent le syndrome prémenstruel parce que le magnésium, il a un impact au niveau de la relaxation musculaire, anti-inflammatoire aussi, régulation du cortisol. Donc le cortisol qui est l'hormone du stress et comme je disais, si tu as trop de stress, ça peut empirer ton syndrome prémenstruel. Donc en fait, la carence en magnésium est très souvent, encore une fois, présente chez beaucoup d'individus. On le retrouve très peu dans notre alimentation, mis à part dans les oléagineux, les féculents complets, mais pas à hauteur suffisante pour combler une carence. Et en tout cas, bah, tu as des filles où, genre, sincèrement, tu leur mets juste le complément de magnésium, elles n'ont plus aucun problème. C'est incroyable, quoi. Parce qu'en fait, c'était juste cette carence-là qui faisait qu'elles avaient des douleurs menstruelles. Donc, magnésium, on essaye de faire attention. On peut pas vraiment le doser au niveau sanguin, mais il n'y a pas de risque de surdosage parce que on l'élimine par les urines. En fait, à partir du moment où tu es trop stressé, tu l'élimines par les urines. Quand tu es sportif, tu l'élimines de façon générale de manière plus importante aussi. Donc, en fait, il faut vraiment faire en sorte de consommer du magnésium en complément tout le temps. Tu conseilles quelle forme du coup et quelle posologie aussi pour les gens qui nous écoutent si certaines Ouais. auditrices veulent s'y mettre? Alors, généralement, je conseille du bisglycinate de magnésium parce que c'est celui qu'on retrouve le plus facilement. Enfin, normalement, on retrouve beaucoup de magnésium marin, que je ne conseille pas parce qu'il est très dosé, mais très peu digeste. Donc, surtout dans le MAC2, les choses comme ça, là, qu'on va retrouver en pharmacie, qui sont clairement pas qualitatifs. Donc, on va essayer de partir sur du bisglycinate de magnésium, qui est aussi très facilement trouvable et beaucoup plus digeste. Ou alors, après, tu as du citrate, des choses comme ça, mais franchement, 80% des gens ou 90% des gens peuvent prendre du bisglycinate de magnésium. Au niveau de la posologie, alors quasiment tous les compléments, on est sur 2 gélules par jour. Après, ça dépend encore une fois du dosage, on va dire, du complément. Si tu es à 250, c'est déjà pas mal milligrammes. Faut vraiment faut regarder en fonction du. Ils peuvent pas hautement le doser de toute manière au niveau des réglementations, donc il faut juste regarder en fonction de celui que tu choisis, quoi. Et en Ok. traitement de fond, pareil? Ouais, en traitement de fond, exactement. On me demande souvent si ce qu'il faut l'arrêter ou est-ce qu'on peut le continuer tout le temps. Moi, le magnésium, je le continue tout le temps. Franchement, chez le sportif, encore plus. Chez les filles qui ont des douleurs menstruelles également. Et après, voilà, je le prône pas à chaque fois, hein. Genre, tu vois, si j'ai des patients qui ont aucun souci, je vais pas dire de prendre du magnésium pour prendre du Hmm. magnésium. Oui, ce serait bien peut-être en point, mais s'ils dorment bien, qu'ils sont pas trop stressés et tout, je suis pas la personne qui mettra des compléments pour mettre des compléments, quoi. Ce serait ton top complément pour les douleurs menstruelles? Vitamine D aussi, on en revient au même. Alors ça, c'est plus pour les régulateurs hormonaux et anti-inflammatoires. Et vitamine D hyper importante. Mais ouais, ce serait mon top. Après, c'est toujours pareil, vu que c'est pas remboursé. Moi, je dis toujours, je conseille, mais je peux pas vous forcer. Et si je devais faire vraiment un classement d'importance, je mettrais le magnésium en premier, clairement. Et après, bah voilà, si tu peux apporter des oméga 3 au max par ton alimentation, fais-le. Hmm. Si tu peux bah, te complémenter, c'est top et fais-le. Et vitamine D, voilà, c'est pareil, c'est du plus, mais c'est du plus qui peut faire du bien. Mais en numéro un, quand tu as des douleurs menstruelles, magnésium. Et sur les oméga 3, pareil, si je consomme 2 poissons gras par semaine, j'ai pas Mhm. besoin d'en prendre. Si tu consommes 2 poissons gras, plus que tu as quand même des huiles végétales tous les jours. Ok. Et dernier point, peut-être les est-ce qu'il y a d'autres choses, hein? Moi, je pense aux Ah oui. probiotiques, mais est-ce qu'il y a Hmm. aussi autre chose aussi qu'on pourrait mettre en place? On n'en a pas encore parlé des probiotiques. Est-ce que tu pourrais du Ouais. coup nous expliquer un petit peu, est-ce que ça a un sens ou pas? Les probiotiques, alors ça peut, si encore une fois la patiente montre quand même des dérèglements de flore à côté du syndrome prémenstruel, tu vois, de façon globale, comme je disais, troubles digestifs, etc. Il faut savoir les choisir. C'est la vidéo que tu me disais, voilà, les probiotiques, t'as à boire et à manger sur le marché. En fait, c'est des souches, ça fonctionne sous forme de souches. Chaque souche a sa problématique. Ça veut dire que si tu as de la diarrhée, mais qu'en fait tu vas en pharmacie et que tu dis ouais, ma copine elle a testé tel probiotique, ça a bien marché, mais qu'en fait ta copine a été constipée, ben, en fait sur toi ça marchera pas. C'est pas possible parce que c'est pas les mêmes souches. Donc, quand on veut prendre des probiotiques, on consulte soit le pharmacien parce il a fait un DU en micronutrition et c'est top et il est calé, soit, alors tu as des super naturaux qui sont hyper calés là-dedans, soit une diète qui s'y connaît aussi. Mais ça coûte cher les probiotiques. Moi, enfin, je vois des patients qui me disent oui, mais j'en ai testé 5, 6, donc ils ont déboursé je sais pas combien là-dedans et ça marche pas, mais Hmm. parce qu'en fait, en 5 et 6, ils ont juste jamais trouvé la souche adaptée, quoi. Mais ça peut être très intéressant parce qu'encore une fois, une flore en bonne santé permet de diminuer l'inflammation chronique de ton organisme, donc permet de diminuer les douleurs menstruelles aussi.
Et si par exemple, j'ai, tu vois, j'ai notamment une amie à moi qui a hyper mal, tu vois, même elle a des malaises pendant ses règles, enfin, c'est Mhm. assez Ouais. incroyable, tu vois, je me dis d'en arriver à ce stade-là. Qu'est-ce qu'au niveau de Mhm. l'alimentation, concrètement, si j'avais trois conseils à lui donner ou quatre conseils, que ce soit complément ou quoi, ça serait quoi Mm. ton top 4 en disant, ben là, il faut, ou peut-être pas forcément l'alimentation, hein, peut-être qu'il y a autre chose à Ouais. mettre aussi en place. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour ces gens-là qui vraiment ont très très mal? Alors, déjà, bah, faire tous les examens qu'on a dit, tu vois, ça hyper important, parce que s'il y a des douleurs à ce point-là, bah voilà, peut-être qu'il y a quand même une endométriose qui se cache derrière tout ça, donc hyper important. Après, donc, magnésium, alimentation, et moi, je partirais sur des plantes. En fait, tu as deux plantes que j'adore vraiment, qui sont généralement les feuilles de framboisier, que tu peux prendre soit en infusion, soit en teinture mère. La teinture mère, c'est des petites gouttes que tu mets dans de l'eau, tu prends ça 2 fois par jour sur les douleurs de règles. Et en fait, les feuilles de framboisier sont ce qu'on dit antispasmodiques, donc ça calme vraiment les spasmes. Il faut savoir qu'on les donne même le dernier mois en fait avant qu'une femme va accoucher, on les conseille parce que généralement ça aide vraiment à détendre le col. Donc c'est hyper intéressant. C'est du spasfon, Euh, quoi. ouais, c'est pas son C'est le même naturel. principe, on s'entend. Ouais, complètement. Non, non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. C'est donc ça, bah, c'est des infusions, donc c'est 3 fois par jour, une cuillère à soupe par tasse, c'est important. Et tu laisses infuser 10 minutes. Par contre, si c'est en teinture mère, c'est des gouttes à prendre midi et soir. Je crois que c'est 15 gouttes midi et soir, matin et soir, pardon. Et ça, tu le prends pareil, sous ta douleur de règle. Mais on peut aussi prévenir avant. C'est-à-dire que les filles qui ont vraiment des très très grosses douleurs, et elles le savent, de l'ovulation. Donc vraiment, faut, soit parce qu'elles le sentent, soit parce qu'elles ont un calendrier où elles peuvent voir un peu leur pic d'ovulation. Une fois que l'ovulation est passée jusqu'au premier jour des règles, là aussi tu peux mettre des plantes qui vont généralement être plus riches en progestérone. Et typiquement, je conseille l'alchémile, qui est une plante idéale pour ça, qui en fait te permet de maintenir un bon taux de progestérone et du coup d'éviter d'avoir des douleurs trop importantes le jour de tes règles. C'est plus du préventif. Mais par contre, ça demande vraiment de le commencer au niveau de enfin, après ton ovulation, et ça jusqu'au premier jour de tes règles. Pareil, soit en infusion, tu prends 2 tasses, donc là c'est 2 tasses par jour pour le coup, une cuillère à soupe par tasse, on change pas. Soit du coup en teinture mère, encore une fois, où tu prends 15 gouttes matin et soir. Donc ça dépend après des filles ce qu'elles préfèrent. Mais tu peux vraiment voilà, avoir des plantes avant les règles qui sont hyper efficaces, quoi. Génial. Ben, ouais, franchement, top, c'était très intéressant. Est-ce qu'on pourrait, pour clôturer cette partie, faire un micro résumé, genre vraiment synthétique? Il me semble qu'au début, on a donné les aliments à supprimer. Je crois que tu as parlé du café, du thé. Est-ce que tu Mm. pourrais nous donner à éliminer, justement, peut-être à Pendant les règles. rajouter pendant les, Pendant les ouais, règles. pendant, Ouais. est-ce que tu pourrais, voilà, nous faire un petit résumé parce que c'est vrai qu'il y a tellement eu d'infos, mettre une Mm. deuxième couche, même si tu en oublies, c'est pas grave. C'est juste pour avoir quelque chose d'assez condensé pour les auditeurs et leur remettre une petite deuxième Comme couche là. ça, ils ouvrent l'application notes du téléphone et prennent Ils des sont... notes et Voilà, bah ils notent ce qu'il oui, faut faire. Ouais, non, mais c'est clair, c'est top. Alors, avant les règles, enfin, au niveau de l'alimentation, pendant ou 2, 3 jours avant les règles, on fait suppression du café et du thé noir, on privilégie thé vert et infusion. C'est déjà super important. Qui, du coup, si on sait qu'on a des grosses douleurs de règles ou des règles même très abondantes, on prend de l'infusion d'alchimile à partir de ce moment-là. Aussi, voilà, on peut commencer pour pallier un petit peu son syndrome prémenstruel. Au niveau de l'alimentation, donc c'est toujours pareil, si douleur de règles, on fait une réduction du gluten si on en consomme beaucoup. On n'hésite pas à augmenter ses apports si on sent qu'on a plus faim pour éviter les fringales de sucre parce que l'excès de sucre empire aussi les douleurs de règles. Donc on essaye voilà, d'augmenter soit un petit peu sa dose de féculents, surtout ses doses de protéines qui sont très rassasiantes et du coup on essaye de faire une collation qui peut être aussi très intéressante pour pallier ça. On garde une alimentation équilibrée tout le temps. On veille à avoir féculents, légumes, protéines à chaque fois avec, donc on disait, plus de légumes que de féculents, à peu près un quart de féculents et ta portion de protéines, midi et soir. On essaye aussi d'intégrer des protéines le matin parce que ça permet d'éviter tout ce qui est fringale de sucre et du coup ça apporte des vitamines du groupe B qui permettent de la détente et le bien-être mental. Donc, voilà, clairement, donc hyper important. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation. Au niveau des micronutriments, on veille à avoir un complément de magnésium, hyper important. On fait en sorte d'avoir soit un complément d'oméga 3, soit une alimentation suffisamment riche en oméga 3. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est 2 poissons gras plus une cuillère à soupe d'huile riche en oméga 3 par jour. Ça tout le temps. On veille à consommer à l'approche des règles des aliments plutôt complets, semi-complets pour avoir un bon apport en vitamines du groupe B. C'est pas à garder tout le temps, mais voilà, on peut le faire à l'approche de nos règles.
Et après, donc sur le reste, on essaye d'avoir de la vitamine D. Si on peut en avoir aussi en complément, c'est parfait. On veille à voir comment est notre flore intestinale. Donc, si on a une flore intestinale qui va bien, pas de souci. Si par contre on sent qu'on a des troubles digestifs récurrents tout le temps, même en dehors du cycle, probiotiques. Mais dans ces cas-là, je conseille quand même de consulter pour pas le faire tout seul de son côté. Bah Je écoute, pense qu'on est pas mal. c'était excellent, merci beaucoup. Ben, pour Et pour partir de sur notre... framboisier, ça me... Ouais, super. Ben, pour notre dernière partie, on voulait vraiment parler aussi de la femme et surtout le sport par rapport au cycle, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui revenait beaucoup en question. Moi, j'avais fait cette boîte à questions. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à aller notamment sur ta page Instagram, tu pourras la redonner car il y a pas mal d'astuces et de conseils aussi pour complémenter le podcast. On n'hésite pas à en parler. Donc, est-ce qu'au niveau de l'activité physique, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à la femme? Est-ce qu'elle doit faire attention à certains moments du cycle, à faire telle activité? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous éclaircir sur ce sujet-là, s'il te plaît? Ouais, en fait, déjà, c'est important de comprendre qu'en fonction de ton cycle, enfin, une femme va se sentir plus endurante ou alors va avoir plus de force. Et ça, encore une fois, ça va varier surtout en fonction de ta sécrétion de tes hormones, quoi. Donc, il faut vraiment avoir conscience qu'on peut adapter son sport à son cycle menstruel. Mais j'ai envie de dire, par exemple, pour les sportifs de haut niveau, c'est un peu bête, mais c'est au coach normalement de savoir adapter en fait, ton intensité d'entraînement en fonction de ton cycle. Et j'avais écouté un podcast, je sais plus c'était lequel, mais qui disait, mais en fait, les femmes seraient tellement plus performantes si on s'adaptait à ça, parce que quand tu as tes règles, bah, en fait, avec les pertes en sang, tu es forcément du coup plus essoufflé et plus fatigué. Bah, c'est normal qu'en fait, tu passes peut-être plus sur du footing ou des choses d'endurance plutôt que de faire des séances de 12 fois 400 sur la piste, quoi. Parce que bah, d'un point de vue oxygénation, c'est pas du tout la même chose. Donc, enfin, quand tu as tes règles et que tu sens que tu es fatigué, dans le meilleur des mondes, si tu es une sportive amatrice, n'aie pas peur de t'écouter, de faire des choses plutôt douces, donc des footings peut-être un peu plus lents, enfin vraiment de la vraie endurance fondamentale, là pour le coup, où on s'écoute, ou alors du yoga, du pilate, des choses en fait où tu es sur un travail de respiration, des postures, même t'as des vidéos YouTube qui sont hyper intéressantes et qui permettent en fait de calmer aussi des douleurs de règles avec des postures de yoga. Donc moi je trouve ça toujours aussi très très intéressant. Le yoga c'est, je trouve, un des sports que tout le monde devrait pratiquer pour être moins stressé et pour se sentir bien dans son corps, femme encore une fois comme homme. Mais voilà, donc des sports plutôt doux. T'as une chaîne de yoga à conseiller? Ouais. Alors, j'aime beaucoup Marine Yoga sur YouTube. Il Ok. y a Yoga Pomeraki aussi que j'aime beaucoup et qui est encore. Marine, elle est très bien, mais un peu des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il faut déjà avoir un petit niveau. Alors que pour le coup, Yoga Pomeraki, elle est très abordable. Voilà, j'aime beaucoup moi ces deux-là. Tu parles d'activités peut-être un petit peu plus douces pendant cette période-là de règles, mais si j'ai pas de douleur particulière, est-ce qu'il faut quand même que je fasse attention ou pas particulièrement à mon activité physique? Pas forcément. Pour le coup, si t'as pas de douleur, que tu arrives à avoir, voilà, à te sentir bien. Après, t'as des femmes, elles vont avoir leurs règles pendant une course, hein, faut en avoir conscience et ça leur empêche pas d'être performantes non plus. Mais voilà, en tout cas, pardon, c'est hyper important d'adapter en fonction vraiment de chaque personne. T'as des filles, vraiment, elles ont leurs règles, ça ne change strictement rien à leur quotidien. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt de changer. Et c'est vrai que j'avais reçu la question, excuse-moi Pierre, j'avais reçu la question en commentaire, on m'avait dit baisse de performance pendant les règles, pas de douleur, est-ce normal? Toi, C'est com- qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ouais, c'est complètement normal, il faut pas s'inquiéter. Encore une fois, même si t'as pas de douleur, tu es sujette aux pertes en fer, donc tu es forcément sujette à une moins bonne oxygénation musculaire aussi. Donc l'oxygénation, si après ça dépend encore une fois du sport, mais au niveau de la muscu, quand tu as tes règles, même si t'as pas de douleur, tu peux diminuer de 5 à 10 kilos par rapport à ce que tu fais la semaine d'avant. C'est assez impressionnant. Au niveau de la course à pied, la différence, on va dire, c'est que tu as le mental qui peut prendre le dessus. Donc en fait, même si tu as une course, tu peux te sentir un peu moins bien, mais généralement avec le taux d'adrénaline en fait qui augmente sur une course, ça pallie un petit peu et du coup ça permet de pas toujours contre-performer. Ça dépend vraiment encore une fois des femmes, mais tu as des femmes, elles arrivent à bien gérer ça parce qu'en fait le mental prend le dessus sur le ressenti quoi. Donc oui, c'est complètement normal en tout cas. Comment tu organiserais un cycle d'entraînement Mm. au sein donc j'ai mes 28 jours de cycle. Mhm. Bon, je sais que pendant les 4 premiers jours, ça va forcément être compliqué. Comment est-ce que tu organiserais Mm. ça, par exemple, pour quelqu'un qui fait du sport, qui s'entraîne 3, 4 fois par semaine?
euh, qui va organiser Si tout on ça? fait dans le meilleur des mondes, alors Mm. après tes règles, donc après voilà vraiment après cette phase-là, c'est ton moment où tu vas avoir un taux de testostérone plus élevé, même chez la femme, où du coup tu vas être beaucoup plus dynamique, motivé et tu vas avoir une résistance à la douleur aussi qui sera plus importante. Donc hyper intéressant. Tu as aussi des réserves en glycogène qui sont aussi un peu plus importantes. Donc tout ce qui est explosivité et développement musculaire se fait beaucoup mieux pendant cette phase-là. Donc c'est hyper intéressant généralement de tout ce qui est muscu et force de les faire après tes règles parce que du coup tu es plus forte et tu as un meilleur développement musculaire. C'était des études suédoises qui avaient montré ça, c'était hyper intéressant je trouvais. Du combienième Euh, jour au combienième jour du cycle à peu du, près? du coup, on est sur juste après tes règles, généralement. Donc, plus ou moins enfin voilà, juste après tes règles, jusqu'à J 12, 13 à peu près, jusqu'à ton ovulation. Là, tu Ok, parles des sports de force. Est-ce qu'on pourrait transposer ça fractionné, hein. peut-être à des... Ouais, est-ce que du coup, des séances d'intensité pourraient être aussi intéressantes pour les gens qui font de l'endurance? Ouais, complètement. Ça peut être des moments où tu te sens. Mais en fait, même pour les personnes qui font de l'endurance, hein, je pense que vous savez qu'on vous faites ceci endurance faux, même si vous faites de la Mm. course à pied, c'est hyper important. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que on est plus résistant et t'as plus de puissance en fait aussi. Donc sur des séances très dynamiques de VMA par exemple, tu seras beaucoup plus efficace à ce moment-là du cycle que sur généralement ta phase de règles où tu vas être un peu plus épuisé quoi. Super. Après, pendant ta phase, ouais. Non, non, mais c'est de la super gestion, en fait. Ah ouais. C'est de la gestion intelligente. On parle des douleurs, mais de se dire qu'on a son entraînement avec son programme du coach pendant une semaine, ça tombe sur les règles. Tu vois que tu as Mm. une séance de fractionner au milieu, de la faire sauter et de mettre du travail de mobilité au milieu et de la reporter à la semaine d'après où là tu feras 2 sessions ou 3 sessions de fractionner, t'en feras Mm. plus. C'est ça. C'est une vraie. Enfin, je j'ai pas vu beaucoup de coachs hein, qui travaillaient encore comme ça. J'en ai entendu certains qui commençaient à l'aborder. Moi, je sais que mon coach de tri que j'avais me demandait toujours comment je me sentais pour réadapter en fonction. Donc ça, Hmm. c'était une des premières personnes avec qui j'en ai parlé. Voilà, il me disait c'est normal. S'il y a besoin, on réajuste quoi. Il me prenait toujours en considération. Il disait bah voilà, si tu te sens un peu fatigué, c'est normal. Ça va pas dire que tu vas contre-performer. Il dit ce qui compte, c'est de garder un peu de volume. Si tu gardes ton volume mais que tu as moins d'intensité, c'est bénéfique aussi. C'est juste qu'en fait, tu fais plus d'endurance, mais ça reste très bien au niveau maintien de ton activité, quoi. Donc, zone 2, Voilà, première. Ouais, fractionner après, et après, bah, du et coup, tu as ta phase ovulatoire en soi, le pic de ton ovulation. Là, c'est là où tu augmentes tes oestrogènes, comme je disais tout à l'heure, ton pic au niveau des oestrogènes. Là, tu vas être encore une fois très dynamique, mais tu peux ressentir une légère fatigue, pas chez toutes les femmes. Mais du coup, tu es très dynamique, plus tu vas avoir une souplesse un peu plus de tes ligaments, parce qu'en fait, les oestrogènes, c'est vraiment, ils t'apportent une souplesse ligamentaire qui sont assez incroyables. Par contre, du coup, généralement, on remarque que tu peux avoir une légère hausse des risques de blessure à ce moment-là, parce que du coup, tu es un peu plus fragile au niveau de tout ce qui est tendineux. Donc c'est hyper intéressant de travailler sur tout ce qui va être assouplissement, voilà, vraiment assouplissement du muscle, continuer le yoga et en parallèle, tu peux continuer à être très dynamique avec les séances. Normalement, il n'y aura pas de problème à ce moment-là du cycle, quoi. Donc Et ça, après, c'est la phase. Ouais. Du coup, c'est la phase vraiment. Là, on a fait juste après les règles ovulatoires et après, donc, tu as ta phase lutéale, donc juste avant tes règles, où là, du coup, tu as ton taux de progestérone qui diminue et après qui augmente, pardon, et après qui diminue. Et là, pour le coup, tu vas te sentir plus fatigué, moins de motivation, moins envie de t'entraîner. Tu vas aussi te sentir un peu plus lourde parce que tu vas faire un peu plus de rétention d'eau. Donc, en fait, c'est vraiment cette phase-là où on va commencer à adapter un petit peu plus. Tu peux continuer à t'entraîner, voilà, à faire des séances assez intéressantes. Mais si tu sens une légère baisse de motivation, bah faut pas, voilà, faut se dire, ok, t'essayes de bien dormir, t'essayes de bien manger, t'essayes de faire attention du coup un peu à tout ça, et tu pourras garder du coup tes entraînements qui seront cohérents. Mais par contre, faut pas s'inquiéter si tu fais voilà des moments où tu es un peu moins performant, c'est normal à ce moment-là. Et après, t'as tes règles où là du coup, bah t'es un peu moins performant et c'est normal aussi. il y a une Et fenêtre quand même de une semaine, 10 jours où tu peux bombarder sur ton cycle, en fait. Ouais, je dirais même 15 jours, un bon gros 15 jours. Mm. C'est bon, et ça. des éléments à faire attention pour la femme très sportive qui fait plus de 5 6 heures de sport par semaine ou même, je sais pas à partir de combien justement il faut faire attention. En fait, quand on parle par exemple de la fameuse triade de la sportive, là, ou du surentraînement de façon générale, j'ai envie de te dire, tu peux t'entraîner 2 heures et être en surentraînement. Si ton alimentation ne suit pas, le surentraînement, c'est quand tu dors pas suffisamment et que ton alimentation est insuffisante par rapport à ta dépense énergétique.
Donc en soi, ouais, ça va sur une personne qui s'entraîne 20 heures par semaine, si elle s'entraîne bien et qu'elle mange bien, ne sera pas forcément en surentraînement. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à ton cycle. Si tu vois qu'en fait tu commences à augmenter tes entraînements et qu'en augmentant tes entraînements, tes cycles se raccourcissent ou alors disparaissent complètement, ça c'est pas bon signe. C'est vraiment significatif que ton alimentation est insuffisante par rapport à ton augmentation d'entraînement. J'ai beaucoup le cas chez des filles qui se mettent en Ironman. Ironman ou prépa marathon, tu vois. C'est les deux où elles me disent, ah bah je comprends pas, mes cycles ils ont sauté. Et alors là, aïe aïe aïe. Généralement, c'est vraiment signal d'alerte pour ton corps qui te dit, ok, là par contre, t'as fait un peu n'importe quoi avec ton alimentation, s'il te plaît, essaye de me redonner plus de gras, essaye de me donner plus de calories pour qu'en fait, bah moi je te relance ton cycle même pendant ta prépa, quoi. Et du coup, ça me fait penser à une question. Pour les gens peut-être qui sont, on parlait aussi un petit peu des dérèglements par rapport au surpoids. Pour les gens Mm. qui ont peut-être, justement, on a cette idée-là de faire de l'activité physique, réduire peut-être un petit peu la charge calorique au fil du temps. Mm. Est-ce que justement, il n'y a pas un effet où on va avoir peut-être plus de problèmes au niveau du cycle menstruel avec cette logique-là? Normal, normalement, c'est la perte de poids qui te retrouvera de avoir des règles, des règles régulières. Parce qu'en fait, les personnes en surpoids, ou c'est même plus l'obésité pour le coup, sur lesquelles des règles ont tendance à sauter, comme tu dis, c'est l'insulinorésistance. Et du coup, en fait, en diminuant ton insulinorésistance et du coup, en diminuant ton poids, tu te sentiras beaucoup mieux. Et en Ok. dehors de ça, ton corps aussi. Donc Donc là, pour les normalement, gens en qui perdant sont, du poids, ça reviendra. donc pour les gens qui sont en surpoids, remanger sainement, faire du sport et il n'y aura aucun problème. Au contraire, ça va être de mieux en mieux, si Ouais, je comprends bien. complètement. Ben, je pense que c'était très complet sur le sport. Moi, j'avais une question au niveau de. Je sais pas si Pierre, tu avais une question sur l'entraînement encore ou si on peut passer sur la dernière partie. Bon, c'est parfait. Nickel. Et bien, moi, j'avais une question par rapport à la gestion de la douleur. J'avais écouté Mm. un podcast parce que c'est vrai que du coup, on se renseigne un petit peu, vu que nous, enfin, même pour tous les podcasts en règle générale, de toute façon. Et j'avais écouté, en fait, il y a des femmes qui ont. Je dis pas que la douleur est psychologique, hein, pas du tout. Mais en Mm. fait, des fois, à l'approche justement de la douleur, vu qu'on sait qu'on va avoir mal, on peut avoir justement une surgestion peut-être émotionnelle de la douleur. On va anticiper, peut-être se crisper. Est-ce que tu pourrais Mm. nous définir un peu les mécanismes de la douleur? Je ne sais pas si c'est ton champ de compétence ou pas. Et nous donner En peut-être au moins, fait, ouais. ou de moins des conseils, juste, excuse-moi, des conseils peut-être pour essayer d'éviter ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que l'année dernière, j'ai assisté à un congrès justement sur l'endométriose où tu avais un médecin de la douleur, justement, qui parlait en fait du fait que, alors j'ai plus exactement le délai exact, mais quand tu as genre des douleurs, j'ai n'importe quoi, pendant 4 mois de manière chronique, ton cerveau enregistre, et du coup après, même si t'as plus de douleur, tu auras l'impression d'avoir de la douleur parce que ton cerveau a enregistré la douleur, tu vois. Donc c'est hyper compliqué parce que tu as ton cerveau aussi qui joue énormément dans tout ça. Et en fait, bah, des fois, oui, tu vas avoir peur d'avoir des douleurs. Et en fait, c'est cette peur, et ça va être juste retranscrit psychologiquement, en fait. Enfin, c'est assez compliqué. Donc après, même si c'est psychologique, ça à prendre en compte parce que il faut quand même bah, travailler dessus. Et pour le coup, bah, les plantes, moi, j'essaye vraiment de bosser avec les plantes et de travailler sur le stress parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont limite tellement stressées d'avoir mal que du coup, c'est ça qui déclenche. Donc, sophro, c'est hyper efficace. L'acupuncture aussi, c'est quelque chose que je recommande voilà, en travail pluridisciplinaire. Et si besoin, suivi psy, en fait. Suivi psy sur l'hypnose, enfin voilà, tu vois, des choses sur travailler sur ses peurs, ses angoisses. Enfin voilà, limite, c'est du pluridisciplinaire à ce niveau-là pour essayer de se sentir mieux et du coup de canaliser ses peurs au niveau de la douleur. Et après, bah, en parallèle, tu vois, tu mets quand même quelques plantes, type bah, l'huile de framboisier pour calmer ça. Et tu peux travailler sur le stress avec du rhodiola et de la ashwagandha, qui sont des plantes adaptogènes, on dit ça, qui sont hyper intéressantes pour calmer ses angoisses, quoi. Ben, C'est de l'hypersensibilité centrale dont tu parlais pour ces douleurs chroniques qui viennent sensibiliser le système et, et du coup ça majore un petit peu toutes les douleurs que tu peux avoir par la suite. Mais ça vaut C'est pas que ça. pour ces douleurs-là, hein, ça vaut pour Non, bien sûr. les douleurs articulaires Mm. et du coup c'est aussi contextuel avec le contexte social, psychique de la personne. Ouais, exactement. C'était, enfin moi, quand il avait expliqué ça, j'avais trouvé ça passionnant parce que je me suis dit, ouais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, comment est-ce que tu peux déceler la véritable douleur de la douleur psychique, en fait, mais que tu es obligé de prendre en compte, encore une fois. Donc, la seule différence, c'est que la véritable douleur, bah oui, tu peux passer sur des traitements, voilà, des choses très fortes, genre n'importe quoi, du tramadol, des choses comme ça. Mais du coup, bah, après, tu peux essayer de travailler enfin, avec des plantes qui peuvent t'aider à un peu canaliser tout ça, quoi. Le travail de cohérence cardiaque est assez intéressant aussi pour arriver à gérer un petit peu tout le côté émotionnel. Mm. Ce que je C'est vrai que je le conseille de conseille faire très souvent.
aux patients de faire ça le soir avant de se coucher. Ça peut être. Et pour les femmes qui nous écoutent, par exemple, moi j'ai des douleurs, je fais pas forcément attention à mon alimentation, enfin voilà, tout ce que tu me dis, j'en avais pas conscience. Là, je me dis, ben, j'ai quand même des billes, on va dire, de façon un petit peu crue. Au bout de combien de temps je peux essayer de voir une amélioration et de me dire, ah ben finalement ça marche. Est-ce que je dois attendre un mois, 2 mois, 3 mois et est-ce que je dois être patient? Ou est-ce que justement, au bout d'un mois, je peux déjà commencer à avoir une amélioration? Et s'il y a une amélioration, comment je peux faire aussi pour l'apercevoir? Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu Mm. englué dans son quotidien et on ne se rend pas forcément compte de l'amélioration. On le voit surtout avec nos patients, nous en kiné, où des fois, la douleur, elle a diminué, mais le patient, il a encore mal et il dit, ouais, mais j'ai encore mal. On lui dit, oui, mais Mm. il y a un mois, tu n'arrivais pas à monter les escaliers. Ouais, mais j'ai encore mal au genou. Ouais, mais bon, ça va mieux quand même. Donc, est-ce qu'il y a des petits tips comme ça Ouais, pour, bien sûr. pour améliorer? Ouais. Déjà, parce que je disais aussi tout à l'heure, noter. Je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais en fait, moi, je fais noter aux patients parce que, comme tu dis, il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai encore mal. Je dis, ouais, mais ta douleur, en fait, elle était à 7 et là, elle est à 2. Donc, en fait, non, au niveau du curseur, c'est quand même bien différent, quoi. Et j'essaye aussi de faire la différence entre douleur et gêne. Parce que, alors ça, genre, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais j'ai encore mal, mais en fait, c'est une gêne, c'est pas de la douleur, tu vois. Donc, vraiment, déjà bien différencier les deux. Noter encore une fois tous les symptômes qu'on a avant de commencer et le mois d'après. Oui, généralement, toutes mes patientes, il y a des résultats au bout d'un mois, au bout du premier cycle. Alors, moi, je laisse toujours un mois et demi généralement avant de les revoir en consulte. Il y a toujours une amélioration. Mais par contre, vraiment, pour voir sur la durée, je laisse 3 mois. 3, 4 mois, tu vois, de protocole pour être sûr que ça va mieux et que ça ancre et que tout suit bien. Mais normalement, déjà, au niveau du premier cycle, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est assez impressionnant. Si, encore une fois, elle respecte tout ce qu'on met de A à Z. Sachant que il y a des fois où je vais travailler une grosse partie sur l'alimentation. Je vais attendre de voir l'impact que ça a. Et seulement après, j'ajouterai les plantes pour voir l'impact que ça a. Parce que tu vois, si j'ai une patiente qui vient pour des gros douleurs de règles et qu'elle a une alimentation catastrophique, je vais déjà revoir son alimentation et après je vais analyser et après je vais dire ok, ça va mieux, bon bah on reste comme ça, il n'y a pas besoin de plantes quoi, ou ok, en fait non, c'est encore un sacré bordel là, donc en fait on va te rajouter ça et on va modifier. Mais je pense qu'il faut y aller étape par étape parce qu'en fait sinon tu te rends pas, enfin si tu mets tout en même temps, tu peux pas te rendre compte de l'évolution. Donc déjà tu analyses ton alimentation, tu corriges ce qu'il y a à corriger, tu laisses un mois et demi, tu vois, et en fonction, tu réadaptes, micronutriments, tu adaptes, et plantes, tu adaptes, et ainsi de suite. Ok, bah écoute, c'était super, franchement, c'était hyper intéressant. Et pour les gens du coup qui Oui. voudraient avoir tes informations, où c'est qu'ils pourraient te suivre sur quel réseau? Est-ce que t'es sur Insta, on sait très bien. Ouais. Mais n'hésite pas à donner tes réseaux. Je sais pas si t'as une chaîne YouTube ou quoi, n'hésite pas à me Non, donner tout ça. pas encore, j'arrive pas à tout faire. Non, j'ai un stade du coup, donc ouais, c'est Pauline Budinski, diététicienne. Après, sincèrement, je suis pas sur TikTok ou quoi que ce soit. Je suis vraiment que sur Insta. Et après, bah, du coup, je développe voilà, des formations ouvertes, du coup, je donne souvent des webinaires en fait ouverts à tous et des formations ouvertes aux professionnels. Super. Et juste un je sais pas si tu as un conseil pour les auditeurs, peut-être toi personnellement, si c'était un livre, une chaîne qui t'a, pas forcément par rapport au thème du podcast, hein, mais quelque chose qui t'intéresse et que tu aimerais transmettre aux auditeurs. Ça peut être vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Qui Je n'a sais que rien à voir. ouais, je sais pas, après ça peut être à voir ou pas à voir, c'est vraiment à toi. Qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais aux gens? Un livre et un réseau social, une chaîne, soit sur YouTube, Insta, peu importe. Ouais, alors en chaîne Insta, je pense que j'ai ce côté sport en fait que j'ai beaucoup et je pense que vous voyez très bien qui est Nouchka, qui est une diète aussi que je Qu'on suis a eu. forcément parce que vous l'avez eu aussi, Ouais, voilà. on l'a eu, on l'a eu. Certes c'est une de mes meilleures potes, mais voilà c'est au niveau Ah du oui, sport, ok. ouais t'as On est, pas on pris est qualité. déçu parce qu'on a eu un problème en fait. Enfin, nous, le podcast a super bien marché, mais on a eu un problème au niveau du logiciel qui a fait nos Riverside qu'on utilise et qui a eu en fait une mise à jour et on n'a pas réussi à exploiter tout le contenu réel. Malheureusement, on n'a que le Hmm, podcast qui est disponible, donc hmm, c'est dommage à elle. ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que Ok. c'était hyper intéressant. Donc, d'habitude, on met des petits réels et tu verras, on te mettra aussi des réels de toi en Ah, Insta. Et malheureusement, on n'a pas pu l'exploiter. On est vraiment et on s'excuse auprès de Nouchka d'ailleurs si elle nous Ouais. écoute, vraiment désolé, Nouchka, Ah, c'est dégoûté, indépendant hein. de nous. On était vraiment Ouais. dégoûtés. ouais, On a fait ouais, ça Et avec le bah ouais. backup de Riverside. ouais, avec une sale qualité, mais bon, c'est pas grave. Et après, au niveau d'un livre, peut-être que tu peux conseiller aux gens. Limite Après, c'est dur parce que ouais, je dirais
En fait, là dernièrement, celui que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé et qui m'a marqué, mais ça a toujours un rapport avec le sport, j'en ai plein d'autres, mais c'est tout ce que je voulais savoir, c'était courir de Anaïs Kemeler. Parce qu'en fait, je trouve Ok. qu'elle a une force, par son histoire, elle a une force qui est vraiment incroyable et qui montre l'impact de ton cerveau et de l'activité physique et de tout ce que tu veux quand tu as, bah, elle avait un cancer. Je dirais que c'est celui qui m'a le plus marqué dernièrement. Ouais, je dirais que après, encore une fois, j'en ai plein, mais je pense que celui qui peut plaire à tout le monde, tout ce que je voulais savoir, c'était courir, il est bien. Et aussi, rien à voir, mais c'est Kilomètre Zéro de Maud. Et je veux pas au cas, je veux pas ébrécher son nom, mais en tout cas, Kilomètre Zéro qui est plus sur développement de soi, un petit peu personnel, qui fait, je pense, du bien à beaucoup de personnes. Super. Ben écoute, on s'est vraiment régalé, Pauline. Merci beaucoup, c'était très complet. N'hésitez pas aux gens à mettre vos questions en commentaire. On essaiera de prendre le temps de répondre. Et Pauline, si elle a le temps, elle répondra un petit peu à Avec vos plaisir. questions aussi. Et on y enverra. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, à vous abonner, mettre les 5 étoiles, faire tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est un petit geste gratuit, mais qui donne beaucoup de visibilité. Et merci encore, Pauline, en tout cas, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Tous tes réseaux seront disponibles en bas de la vidéo, promis. Trop Et bien. n'hésitez pas si on l'a pas mis ou si le lien ne marche pas, envoyez-nous un message. On est très réactif, on répond à tous les commentaires et ça, on fait ça aussi pour ça, pour interagir et vous impacter au Eh oui. quotidien. Pour ça, abonnez-vous, hein. Eh oui. Arrêtez juste de regarder et pas vous abonner, là. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Ex- Merci en Ça, tout c'est le cas problème parce que des... vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les épisodes et ça nous fait Eh vraiment oui, ça fait plaisir. Et plaisir. justement, ça donne envie de partager de plus en plus de contenu. Merci Pauline et à Merci très très beaucoup, Merci à vite vous pour un Pauline. deux. nouveau C'était épisode. génial. Ciao, ciao. Salut. Ciao.